préféré a sorti une nouvelle vidéo, je suis trop heureuse. C'est l'heure de regarder un peu de Arcade. Et alors ça fait longtemps qu'on n'a pas react du Arcade, donc peut-être que sur cette chaîne vous ne savez pas qui c'est. Arcade, c'est ce petit mec qui sort des vidéos, qui parle de jeux vidéo et qui tente de le faire un peu différemment des autres gens qui sortent des vidéos. Je trouve qu'il est un peu transcoded, si je dois être parfaitement honnête. Notamment parce qu'il a fait une trilogie de vidéos sur Céleste et une trilogie de vidéos sur Undertale. Donc, Maros, quand est-ce que tu transitionnes? Moi, je pense qu'on va finir par devoir prendre Arcade et qu'on va devoir prendre Feld Up, les mettre dans une grosse boîte d'hormones et secouer comme ça, et puis ensuite l'ouvrir, et puis il y aura 2 nouvelles meufs qui vont sortir. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à aller checker sa chaîne. C'est vraiment des vidéos de très bonne qualité. Sachant que moi, à la base, je suis quand même très critique des youtubeurs jeux vidéo en règle générale. Parce que si vous ne le saviez pas, eh ben, c'est quand même un de mes gros intérêts spécifiques, entre autres le jeu vidéo, et plus généralement le game design. Genre, si vous voulez savoir à quel point ce genre de truc me matrix, oui, Arcade, please collab, hein, bien sûr, tous les jours, moi je rêve de faire un truc avec Arcade, vraiment, je l'adore. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec Medoli, on est revenu un peu sur ma toute première chaîne YouTube qui datait d'avant le Covid et tout, et il s'avère que mes vidéos de l'époque d'avant ma transition ressemblaient très exactement à des vidéos d'Arcade. Mais genre vraiment les gens, genre on était la même personne en fait à l'époque, tout simplement. Donc j'ai envie de dire, transitionne mon ref. Regarde le glow up que j'ai connu. Regarde ce que ça m'a fait. Et en plus on était déjà un peu la même personne. Bon, maintenant je suis devenu Kron. Bon, je suis pas devenu Kron de maintenant, je suis devenu Kron d'il y a 3 ans. Mais quand même, je veux dire, d'un strict point de vue, je dirais Smasher Pass, c'est un vrai glow-up, quelque part, j'ai envie de dire. Arcade est un autre clone de Terre. En tout cas, avant ma transition, un peu. Oui, quand je vous dis que moi, le game design, c'est quelque chose que j'ai tendance à trouver un petit peu matrixant. Vous voulez voir ce que j'ai fait hier soir? Je suis en train de construire un cube Magic et je réfléchis beaucoup. Et je suis une meuf pas mal matrixée par les différentes dynamiques de game design. Et je suis le genre à faire des petits schémas de temps en temps pour tenter de faire des trucs. Alors promis, quand ce sera terminé, je ferai sûrement une vidéo entière sur comment est-ce que j'ai construit mon cube. Mais c'est tellement prise de tête, les gens. Je pense que d'un point de vue purement game design, c'est un des trucs les plus compliqués sur lequel je me suis jamais penché de toute ma vie. En plus, moi, j'ai voulu faire un cube avec des tricolorités, ce qui, si vous n'avez pas joué à Magic, vous savez pas ce que c'est, mais c'est pas très grave. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est quoi un cube? En gros, c'est un tas de 360 cartes que tu peux drafter à l'infini. Drafter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, ces 360 cartes, tu vas les mettre dans des petits boosters. Et ensuite, les gens vont construire leur deck avec les boosters. Donc en fait, c'est pas genre tu construis un deck et ensuite tu vas affronter des gens. C'est plutôt tu construis un environnement de jeu dans lequel les gens vont construire leur propre deck en direct et ensuite s'affronter les uns les autres. Donc en fait, il faut que le game design soit absolument nickel, parce qu'il faut que toutes les couleurs se combinent entre elles et que les combinaisons de couleurs se combinent également entre elles pour que tu puisses avoir une infinité de possibilités concrètement dans la façon dont tu construis les différents decks. C'est pour ça que mon schéma en gros ressemble à ça, parce que du coup moi je suis parti des tricolorités, enfin je suis d'abord parti des bicolorités, et j'ai fait en sorte que chacune de ces bicolorités soit combinable avec 2 autres bicolorités pour faire une tricolorité qui soit fonctionnelle, et que du coup tous les archétypes se mélangent entre eux. Mais j'ai pas fini. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour lancer un appel, une bouteille à la mer. Je galère un peu trop avec ce cube, et si jamais Val et PL, qui sont des streamers Magic, entendent les mots que je suis en train de prononcer, ou si jamais les gens de Magic C'est Chic m'écoutent, à l'aide, est-ce que vous pouvez pas me mettre en contact avec des gens qui savent faire du cube? Est-ce que je peux pas être invité chez vous? Ou please collab? Parce que non seulement j'ai besoin d'aide pour construire ce cube, et en plus je crois que vous avez jamais fait de contenu par rapport à ça. Et c'est super précis, super intéressant, et malheureusement ça ne parle pas trop à mon audience, parce que j'ai assez peu de temps de joueurs de Magic que ça. Donc en fait je me dis que ça vaudrait le coup que je sois plutôt avec des gens qui sont vraiment à proprement parler spécialisés là-dessus, sachant que pour le coup Magic C'est Chic, je les suis depuis 2019 je crois, quelque chose comme ça, et Val et PL,
Je les ai suivis pendant quelque chose comme 2-3 ans à l'époque où j'étais à fond sur Magic Arena et aujourd'hui j'ai un peu décroché, mais je les adore. Je les trouve vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment quali pour le coup. Enfin, on a des plutôt bons youtubeurs Magic, on a des plutôt bons créateurs de contenu Magic. Donc voilà, du coup, si jamais vous entendez parler, si jamais quelqu'un de ma communauté vous envoie un message, si jamais on rentre en contact d'une manière ou d'une autre, please, collab, aidez-moi à construire mon cube. Moi, je suis pas à la base une meuf qui construit des cubes, donc je pense que ça peut être super d'un point de vue pédagogique de montrer aux gens comment on construit un cube. Ça permet aussi de parler énormément de moi, ce qui me passionne le plus dans Magic, à savoir le game design, parce que Magic, c'est vraiment cette pépite absolue et parfaite de game design. Genre, c'est vraiment le meilleur de très loin pour moi jeu de cartes à collectionner en termes de game design. C'est parfait, genre vraiment, c'est un chef-d'œuvre absolu sur plus de 50 ans de game design absolument monstrueux. C'est génial, Magic. Bref, voilà, fin de la parenthèse autisme et Magic. Tout ça pour dire que je suis game designer à la base et que du coup, bah ouais, les vidéos sur les vidéos qui parlent de jeux vidéo, j'en parle pas tant que ça, mais beaucoup mieux que Pokémon, les gens. Mais j'adore, et en fait, il faudrait que j'en fasse plus. Je pense vraiment que de temps en temps, faut que je me réapproche du jeu vidéo, quoi. Parce que bah, c'est quand même ma grande passion. Moi, à la base, je voulais être dev. Et je suis parti dans cette vibe un peu politique, mais j'aimerais bien faire parler plus de jeux vidéo. D'autant plus que au sein de la Fange, on n'a pas vraiment de meufs spécialisées là-dedans. Du coup, je me dis que ce serait un truc sur lequel il faudrait que je me spécialise un peu. Bref, ça pour dire, on va parler on va parler de Call of Duty. La vidéo a un nom de bandeur absolu, à savoir Call of Duty est-il plus qu'une œuvre d'art? Enfin, Call of Duty est plus qu'une œuvre d'art, c'est un jeu vidéo. Donc qu'est-ce qu'il veut dire derrière ça? Est-ce que le jeu vidéo dépasse l'art? Est-ce que... Je sais pas, on verra. Le fameux jeu auto-shooter, l'auto-shooter sortira un jour. Chaque chose en son temps. J'ai coupé le son, non? J'ai menti. Transitionne, s'il te plaît. Akira est un manga écrit et dessiné par Katsuhiro Otomo, auteur de manga et surtout réalisateur emblématique japonais Fin du réact, ouais. d'animation, dont le film le plus connu et le plus influent est très certainement le film adapté de son manga, Akira. Bienvenue dans la grande bibliothèque. Oh, faudrait absolument que j'ai un faux écran de fin de capsule que je puisse déclencher pour faire des blagues. C'est qu'aujourd'hui on reçoit Arcade qui sort son nouveau livre de youtubeur, J'insulte bref. Bon en fait j'ai pas menti, cette vidéo va prononcer les mots Call of Duty, mais on va quand même se branler un peu, après tout on est là. Ouais! J'espère que vous lanciez pas C'est assez fort le son. cette vidéo en Merde. vous disant « Ah là là, j'espère qu'Arcade va juste dire que le mode zombie c'est bien pendant 40 minutes et certainement pas m'exposer aux théories philosophiques de Gilbert Simondon sur la technique et la culture en utilisant une œuvre légitime comme fil rouge. » J'ai même pas joué au mode zombie. Akira s'inscrit dans une ambiance antimilitariste. Incroyable film. Akira, moi, c'est parmi mes grosses rêves que j'ai dans ma vie. Genre, littéralement, je vous ai parlé du coup de. Comment ça s'appelle de ma chaîne YouTube que j'avais avant ma transition. Dans cette chaîne YouTube, j'avais littéralement un t-shirt Akira à l'époque, enfin en référence à Akira plus précisément. Et genre, quand Médoli elle a vu ça, elle était en mode, mais comment t'as pu transitionner aussi tard? Sphère culturelle D'ailleurs, pareil, genre, Arcade. artistique de l'après-guerre. Si l'occupation américaine Canada! Oui, sur l'archipel a plus participé à ce dégoût qu'on ne le pense, il est impossible de ne pas placer les deux bombes larguées par ces mêmes USA sur le Japon comme le Cannon Event qui a choqué et traumatisé la population japonaise sur Ah pardon, désolé, j'ai augmenté le son que d'un seul côté, pardon. J'ai augmenté le son que de mon retour. Désolé tout le monde. plusieurs générations. Otomo, il ne fait partie que de la deuxième ou troisième vague d'artistes à s'emparer du sujet. Parce que déjà, dès que Tezuka commençait à poser le crayon sur des pages, c'était très vite pour conspuer la guerre, appeler à une paix entre les peuples et remettre en question l'organisation du monde. Akira s'inscrit là-dedans de plein fouet. Malgré un univers cyberpunk, c'est moins les grandes sociétés capitalistes qui hantent le récit, mais l'armée, la guerre, les complexes et belliqueux rapports diplomatiques et les expérimentations semi-clandestines pour créer des C'est trop stylé la science-fiction de cette époque-là. Comment on a pu passer à une autre esthétique alors qu'on avait ça? Genre, tu sais, maintenant, la SF, on dirait que tout est à base de grandes surfaces blanches, de robots qui volent, de trucs tout propres. Putain, c'était tellement mieux! Désolé, je fais ma réac, mais genre, je rêve du retour de ces designs-là. armes biomécaniques. Les héros seront deux gosses d'une bande de motards, directement repris des bandes équivalentes au Japon de l'époque, qui représentent une génération rebelle déçue Genre, c'était de la technologie, mais ça ressemblait à des boyaux, genre. des adultes qui les ont floués et trahis en poursuivant la guerre et leurs Genre, malgré, tu sais, genre, typiquement, genre, malgré tout l'amour que j'ai pour le Dune de Denis Villeneuve, il tombe un peu dans exactement ce que je critique, tu vois. Genre,
c'est lisse, la technologie elle est propre, genre moi j'aime bien quand la technologie c'est des gros trucs avec des câbles partout, que clairement le design c'était secondaire, genre j'aime trop cette vibe là, tu vois. Genre moi j'ai adoré par exemple, je l'ai lu il y a l'année dernière je crois, j'ai lu Blame pour la première fois. Mama les gens, faut que vous alliez lire Blame. Intérêt à leur détriment. Dans Akira, un de ces gosses avec des gros complexes nommé J'ai regardé Akira grâce Paprika grâce à toi, j'ai adoré, trop bien, je trouve heureux de savoir ça. Tetsuo va se faire attraper par l'armée, exploiter ses insécurités et transformer en arme de destruction massive échappant à tout contrôle et qui finira par libérer l'expérimentation précédente, l'éponyme Akira, un enfant capable de détruire Tokyo en une fraction de seconde. Et l'ami de Tetsuo, Kaneda, va essayer de le sauver contre son gré. Ouais, Mars Express, il y a un peu un... Il y a un peu... Ça va un peu mieux par rapport à ça, je suis d'accord, mais... Moi, tu vois, si je devais citer une œuvre d'animation qui correspond un peu plus à la vibe que je recherche de techno un peu crado, j'irais regarder plutôt du côté de Cyberpunk Edge Runner, le dernier anime de Trigger. Genre, parce que pour le coup, c'est un peu crado et c'est vachement bien. Aidés par des rebelles dans une lutte contre l'armée et le gouvernement qui n'ont pour but que de dompter la puissance de Tetsuo pour l'utiliser à leurs intérêts. Akira coche à peu près toutes les cases d'un récit anti-guerre. D'accord, jeune vidéaste jeu vidéo ayant commencé en 2015, je me demande quel genre d'angle tu vas avoir sur Call of Duty en commençant une vidéo comme ça. Peut-être que tout ça peut vous paraître un peu évident à vous aficionados de vidéos essais, mais je vous rappelle que je ne suis toujours Oh, il va y avoir une saison 2, putain. pas chauve, j'ai donc encore des surprises dans mon sac. Akira a été pendant un moment, et surtout en Occident, presque plus connu pour son adaptation au cinéma par Otomo lui-même que pour le manga dont c'est tiré. Le film est un pilier de l'histoire de l'animation dont l'influence est dure à quantifier. Dites-vous, Je viens d'avoir des frissons dans tout le corps à la vue de ces immeubles. C'est vous dire à quel point je bande Akira. je sais pas, genre toutes les œuvres qui par exemple font le Akira Slide. Au-delà d'une petite référence visuelle, c'est un hommage à l'inspiration et à la porte qu'a ouverte Akira pour tous ses auteurs. C'est une œuvre qui a mis un grand coup de pied Ça, chaque fois que je le vois, je suis trop heureuse. dans le marché occidental en tant que film d'animation japonais, qui a posé un standard de qualité et de savoir-faire dans son domaine, en plus d'être une des œuvres cyberpunk les plus Genre moi, quand j'ai appris qu'il y avait quasiment 10 ans de décalage entre Akira et Evangelion, j'ai pété mon crâne. influentes du genre. Alors pourquoi Akira m'intéresse? Beaucoup savent que le film commence par un plan d'explosion iconique provoqué par le personnage d'Akira avant le début du récit. Beaucoup moins savent que dans le manga, il y a une deuxième explosion. Une grosse différence entre le film et le manga, c'est en fait le traitement du personnage d'Akira lui-même, qui se Les drogues aussi. Putain, la consommation de drogue dans le manga. contente de hanter le narratif dans le film, là où sa présence dans le manga est quasiment constante à partir de la moitié de l'histoire, dans une seconde partie de l'œuvre, plus post-apocalyptique que cyberpunk. La phrase est vraie, mais elle est vraiment dernier bar avant la fin du monde corps, genre elle est... Elle vient de confirmer à tous que j'ai jamais mis les pieds dans une boîte de nuit, alors que Augustin Trapenard est probablement sous Mai Tai de carré vide de boîte parisienne à l'heure où on parle. La deuxième explosion, elle arrive quand Akira, Ah, j'ai oublié de préciser que Arcade est extrêmement drôle. fraîchement libéré et abducté par les rebelles, voit une des seules personnes sur Terre qu'il considère comme un proche, comme un ami, se faire tirer dessus. Akira est un enfant mutique, isolé, dont les émotions sont insondables, mais dont la réaction sera alors une explosion qui détruira Tokyo pour la seconde fois et qui affirme extrêmement clairement un des motifs principaux d'Akira. Les armes sont humaines. Un enfant dont les émotions sont des bombes, et qui en fait partie d'une classe de primaire entière qui sont des armes gouvernementales, des héros et leurs gangs définis par la technologie qu'ils utilisent, notamment leurs motos. D'ailleurs, le conflit initial entre Kaneda et Tetsuo vient de l'utilisation d'une moto. Un Un peu comme Villebrequin. Tetsuo bloqué dans le paradoxe de sa rage et ses insécurités qui lui permettent d'emmagasiner une puissance qui peu à peu le déshumanise. Un général dont les derniers mots seront de demander s'il est possible d'envoyer un missile. Sont autant le symbole d'un monde où jusque dans l'esthétique, la chair même se mélange avec les armes et la guerre, et les enfants sont groomés à être des nukes. Ouais, j'ai commencé à me dire qu'il voulait pas juste me payer des skins sur Fortnite quand il m'a demandé des photos de mon uranium 238. L'arme dans Akira a une valeur, si non neutre, au moins ambiguë, indissociable de l'humain. Sa technologie en est une prolongation, une fusion entre le dispositif et celui qui l'utilise. Otomo n'a pas seulement repris et détourné à son compte l'imagerie qui a tué des milliers de ses concitoyens, il se l'est réappropriée, reconnu qu'elle faisait partie de lui et de son histoire. Il a reconnu qu'il a quelque part, lui aussi, fusionné avec. Le plan de la bombe d'Akira, Akira en général, au-delà d'être stylé et signifiant, c'est aussi une claque technique, comme rarement ça l'a été. Bon d'accord Augustin Trapenard, c'est super de citer ses sources, mais maintenant il serait peut-être temps de parler de trucs intéressants. Cette vidéo est spirituellement hantée par plusieurs Augustins dont je ne connais pas le travail. Pourquoi est-ce que ça a un rapport avec vous qui dites des slurs après avoir perdu sur Nuketown? Bah déjà Nuketown. Soyons honnêtes, je ne suis pas un énorme fan de Call of Duty, ni un gros connaisseur. Call of Duty c'était pour moi ce jeu que Ah, moi j'avoue que j'ai beaucoup joué à Call of Duty. J'ai un peu joué à Modern Warfare, mais j'ai surtout joué à Black Ops.
tu trouvais sur la console des lointains amis ou dans des maisons étrangères auxquelles je ne pouvais pas jouer. Et d'ailleurs, le mode multi de Black Ops Masterclass. Moi, je me souviens qu'à l'époque, en fait, chez ma mère, j'avais une Xbox et chez mon père, j'avais une PlayStation. Du coup, chez mon père, je jouais à Black Ops et chez ma mère, je jouais à Halo. Et du coup, j'ai vraiment grandi dans les deux mamelles du FPS, les deux meilleurs modes multi de l'histoire. Je suis trop heureuse. Joué longtemps et que j'étais forcé de regarder de loin. Le jeu connut même des bullies, provoquant une fascination mélangée de jalousie pour un enfant plutôt limité à Nintendo dans sa jeunesse. Mais rassurez-vous, j'ai quand même fini par jouer à Code 4 après tout le monde sur PC, je sais plus vraiment à quel âge, et c'était bien. Le contrat de cette vidéo dans laquelle je me suis lancé sans vraiment savoir où on va aller. Selon vous, qui est le plus gay entre Naruto Sasuke et Tetsuo Kaneda? Alors déjà, c'est un très bon sondage. Et ensuite... Non, je vais d'abord vous laisser répondre au sondage, et ensuite, je vais donner mon opinion. Et c'est de prendre Call of Duty et d'essayer d'en parler aussi en bandeur mode grande bibliothèque, comme un Attendez, je veux bien qu'un modo lance le sondage. objet de culture légitime et voir ce qu'on peut apprendre avec ça. Pourquoi faire ça? Bah parce que perso, des discours sur Call of Duty, j'en connais que deux. Soit c'est une machine apocalyptique qui rend violent et à partir de là il y a deux écoles, soit vous êtes une daronne et c'est parce qu'il y a des armes et de la violence, soit vous êtes un fan de JV cultivé et c'est parce qu'il y a des armes et de la violence. C'est peut-être juste la faute des bullies en primaire. Hein. Et l'autre discours c'est... et en fait c'est là que tu te rends compte que les zombies de Call of, c'est pas vraiment juste des Mes modos sont en l'heure, qu'attendez, je lance le sondage. zombies, mais c'était les premiers zombies de l'histoire du jeu vidéo. Genre vraiment jamais personne n'avait fait ça avant, ils ont juste inventé ça les gars. C'est les deux clans ancestraux du maxage. Les prouveurs gauchistes vidéo essay et les nepo baby storytellers d'école de commerce. Puis il y a la nation des fans de manga et des youtubeurs trash-like, eux c'est pas la même, c'est pas le même football. Bon, j'ai un peu menti. Call of Duty, de par son succès absolument monstrueux et le fait que la plupart des gens... C'est bon, votez. Vous pouvez voter pour savoir qui est le plus gay entre Naruto et Sasuke et entre Tetsuo et Kaneda. Vous avez 2 minutes. Jouer, en tout cas la plupart des mâles gamers, jouit d'une certaine place dans le cœur de beaucoup. Mais en même temps, la réputation de la licence, et on va dire ce qu'esthétiquement et Oh, tu joues à Risk of Rain, trop bien. narrativement elle essaie de transmettre, il y a aussi une critique assez facile. Alors on le voit ensemble, le chemin de la facilité pour parvenir à mes fins. On pourrait se dire, allez, Code c'est de la balle, c'est juste que les bourgeois méprisent la licence avec leur de walking simulateur de merde qui leur donnait l'impression de jouer à des vraies histoires. Sauf qu'être méprisant, Méprisent la licence avec leur de walking simulateur de merde qui leur donnait l'impression de jouer à des vraies histoires. C'est ton peuple, hein, Medoli, ça. J'espère que t'en es fier. Merde, je connais pas lui. Ah, merde, comment ça? Ah, je connais pas un. sauf qu'être méprisant, c'est un peu le mode facile du contenu sur internet. C'est pas non plus totalement faux, mais faut pas non plus se faire des illusions. Call of, c'était pas particulièrement le jeu du peuple. C'est pas Zerator? Ah, peut-être. C'était old school Zerator. Oh, merde. C'était surtout ultra populaire et accessible sur quasiment toutes les machines. Ah, ouais, pardon. Ah, de tous les gens que j'ai pas reconnus, c'était Zerator, la plus grosse resta. Donc c'est juste que un peu tout le monde y jouait, en tout cas tous les gens qui pouvaient se procurer de quoi y jouer. Quand on profile des joueurs, on va un peu en parler, mais faut pas perdre de vue que Bardella vient de là. Si Bardella il avait fait des vidéos sur les Sims, peut-être que la société serait différente. Fatalement assez ambigu, la vie Attends, quoi? Bardella, il avait des gameplays Call of? possible sur Call of pour énerver personne, c'est souvent de dire que c'est, en tout cas pour les opus les plus iconiques de la licence, des bons jeux, du bon gameplay, bien fait, bien réalisé et agréable à prendre en main, mais que ça Non, j'avais pas la data de Jordan Bardella joue à Call of. Il est bon au moins? raconte rien, voire que c'est un peu nauséabond et qu'il n'y a pas grand chose à trouver là-dedans. Un bon jeu, un jeu popcorn, Il y a eu un shout-out de Gotaga. entre guillemets, mais pas une super œuvre d'art. Et moi ça m'intéresse, ce côté bon jeu. C'est quoi ce lore? Des tutos Call of? Quoi? Il avait 12 ans. Ah. Oui, bah les gens, ils donnaient toutes les infos d'un coup. Attends, c'est vrai? Ça pue avec du gameplay Warzone. Waouh. Attends, il y a des tutos. Ah, attendez, il me faut absolument ça. Je veux avoir. Bon, c'est Naruto Sasuke qui a remporté savoir qui est le plus gay, et je pense que vous avez raison. Ça se voit à la quantité de hentai, tout simplement. Attendez. C'est fin. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On va pas parler du gameplay, on va pas parler, excusez-moi, du Call of Duty. Enfin, indirectement si, mais je vous annonce donc premièrement que j'ai quitté la team FMC. Alors il n'y a pas eu de problème particulier, c'était juste un choix personnel. J'ai décidé de créer un nouveau groupe de jeu, un nouveau clan. Il avait déjà aucune prestance. Après, il parle déjà mieux là qu'en interview, je suis d'accord. Petite différence avec Team, je vous l'expliquerai après. Auquel vous les abonnés, vous ceux qui me suivez, ceux qui m'aiment regarder. Je suis à terre. On dit qu'en 2012, Jordan Bardella avait une chaîne YouTube, Jordan9320, où il jouait à Call of Duty. Il faisait sa pub sur jeuxvideo.com. Et effectivement, Gotaga en a parlé. Waouh, les datas. Ah, je savais pas du tout. Et rien de plus. Bref, moi j'ai envie de faire une vidéo France Culture, Grande Bibliothèque, bandeur philosophico, bien bourge, sur ce bon jeu qui n'est pas une super œuvre d'art. Pour une fois, On m'a envoyé des tests de voix off de Jordan Bardella. Non mais attendez, quoi?
On vous a déjà dit que vous aviez une jolie voix? Attendez, c'est trop fort. On vous a déjà dit que vous aviez une jolie voix? Vous aimeriez en vivre? Avec coachingvoixoff.com, formez-vous de chez vous au métier de voix off. Apprenez les techniques vocales et d'interprétation de texte, devenez un vrai pro de la voix off et vivez de votre voix. coachingvoixoff.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation Coaching Voix Off Online. Vous allez durant quelques mois apprendre un des plus beaux métiers Mais comment il a cru qu'il allait être recruté avec ça, genre? inconnus au monde, Mais vraiment, mais c'est la médiocrité permanente en fait, Jordan. le métier de voix off. Avant de commencer, n'oubliez jamais ceci. Le métier de voix off. Avant de commencer, n'oubliez pas ceci. Êtes-vous fait pour le métier de la voix off? Jouez à la battle voix off et tentez de gagner une formation coaching voix off online. Le mec était déjà une IA à l'époque. Amusez-vous comme un enfant et soyez sérieux comme un professionnel. Ouah. Ouah, mais heureusement qu'il a été pistonné dans la vie, ce mec. Hein. On va s'en battre les couilles de l'arc. Ils osotaient un peu, ils osotent toujours un peu. Fait par Infinity Ward, et allez, on J'ai raté le meilleur passage. Non mais j'ai déjà tout fermé là. peut dire Treyarch aussi parce que les Black Ops c'est quand même plutôt populaire. Licence extrêmement importante qui a dominé l'industrie, disons, dans la plus grosse partie des années 2000 jusqu'à aller 2015, genre ouais, jusqu'à Undertale en gros. Je tiens à dire que le journaliste qui m'a aidé à la conception de ces vidéos a lu la dernière phrase et il a dit, je cite, « C'est très bien, ça passe. De toute façon, tu sais, les dates, les infos précises, les sources, on s'en fout un peu. L'important, c'est que tu demandes si LFI condamne le Hamas. » Bizarre. Call of Duty c'est la phase du FPS moderne, mais en vrai surtout la phase du jeu vidéo. Attendez, j'ai envie de lire le texte en entier. Oscar Le Maire n'a pas eu accès au texte de la vidéo avant sa diffusion, majoritairement à cause des fautes grammaticales et parce que je pensais qu'il ne comprendrait pas la blague sur Fortnite il y a environ 65 ans. Call of Duty c'est la phase du FPS moderne, mais en vrai surtout la phase du jeu vidéo pendant une quinzaine d'années. Phase du jeu vidéo multijoueur, phase du jeu vidéo AAA, phase du fameux jeu de guerre qui a tant défini le jeu vidéo à l'époque de sa démocratisation la plus totale. Call Et c'était super. of c'était des FPS particulièrement bien faits et Regarde jusqu'à la fin l'extrait que t'as vu. Lequel? Attends, je résiste pas quand on me supplie. Attends, là c'était les screens. C'était quoi? C'était les tests de voix off. Quand Gotaga parlait de Jordan Bardella à l'époque du prime de MW3. 200 vues à tout casser, parce qu'il dit beaucoup de choses vraies dans sa vidéo, et ça fait ouvrir les yeux à pas mal de personnes. Après bon, c'est clair qu'il y a eu un côté assez ironique sur Karim et moi. J'ai pas compris, voilà, vous m'envoyez des trucs, je comprends pas. C'est ça que vous avez gagné. C'est quoi? C'était cet extrait là que vous voulez que je regarde? L'extrait sur les voix off? On vous à présent, cliquez sur continuer pour commencer votre premier cours. Bonjour à vous les amis, rejoignez-nous maintenant dans le Jardins Enchantés et vivez des aventures extraordinaires. Oh yeah! Ok, merci d'avoir insisté, par pitié. Oh wow! Oh, je veux entendre. Bonjour à vous les amis, rejoignez-nous maintenant dans le Jardins Enchantés et vivez des aventures extraordinaires. Oh yeah! Oh le oh yeah, j'ai envie de le mettre en alerte. Premier OMG! cours. Bonjour à vous les amis, rejoignez-nous maintenant dans le Jardins Enchantés et vivez des aventures extraordinaires. Oh yeah! On vous a déjà dit que vous Il y a un monde où ce mec devient président. Oh yeah! Vous les amis, rejoignez-nous maintenant dans le Jardins Enchantés et vivez des aventures extraordinaires. Ah, ça a changé à Dibou, hein. Oh yeah! Oh, what the fuck? Ok, je redis être plus patiente. disponibles sur console qui ont donc raccroché plus de gens que les Half-Life et les Fast FPS quand on est au PC. À peu près tous les archétypes de conflits militaires sont passés à la moulinette, en commençant par la Seconde Guerre mondiale pour concurrencer Medal of Honor, jusqu'à la science-fiction avec Advanced Warfare. Et l'ère la plus iconique et qui a le plus défini ce qu'était la série et ce qu'elle a apporté aux jeux vidéo est bien évidemment la série des Call of Duty Modern Warfare qui avait l'audace quasi inexistante à l'époque de présenter un contexte de guerre contemporaine, en s'inspirant pour sa direction artistique des images que l'on avait des guerres d'Afghanistan et d'Irak menées par les USA à partir de 2001 et 2003. Call of Duty 4 Modern Warfare sort lui en 2007. Bon, j'ai dit que le discours bon jeu mais problématique, on l'avait beaucoup entendu. Mais vous pensez que je me compte pas dans les prouveurs gauchistes? C'est quand même difficile d'esquiver ce discours, surtout aujourd'hui en rejoignant au Call of Duty, notamment les Modern Warfare, et leur zèle dégoulinant de l'armée, leur simplicité dans leur traitement des conflits, leur unilatéralité morale dans ce qu'ils Oui, c'est un peu de la propagande impérialiste, hein, quand même. Alors, faut le dire. représentent, la banalité ou l'iconisation avec laquelle sont représentés des massacres. Cette réflexion, elle était déjà faite sur Call of, et sur à peu près tous les médias guerriers qu'ont produit les USA dans les années 90-2000, notamment les films de guerre héroïques dont Call of s'inspire très clairement. Si la réflexion crève les yeux maintenant, c'est assez évidemment par la pensée immédiate Genre, la chute du Faucon Noir, c'est vraiment un truc qui est typiquement intégralement constitué de propagande impérialiste.
des Palestiniens par l'armée israélienne, soutenu financièrement et matériellement par les USA et par d'autres nations occidentales. Quasiment toutes les nations occidentales en fait. C'est effectivement bizarre de contrôler dans Modern Warfare un Ricain et un Anglais alignés par dizaines des gens sans sommation, parfois dans des paysages d'Orient en ruine ponctués des cris de guerre et des blagues légères de caporals occidentaux, qui font difficilement penser à autre chose qu'aux centaines d'images qui nous sont parvenues de Gaza, entre les soldats goguenards, les explosions et tirs de drones, les infrastructures en ruine ou en feu, les milliers de cadavres et de familles endeuillées. Des images qui pour la première fois dans le 21e siècle font concurrence aux images de la propagande impérialiste. On peut dire autant qu'on veut que Call of a juste une esthétique de guerre, et c'est pas totalement faux, mais une esthétique de guerre, généralement c'est fait avec les images disponibles. Et les images disponibles d'une guerre, c'est souvent de la... Attends, ils sont payés par l'armée, c'est plus compliqué que ça. Je crois qu'il y a un partenariat entre genre, mais je suis pas sûr que ce soit Modern Warfare, genre. C'est plus Battlefield, il me semble, qui avait des partenariats avec l'armée américaine pour pouvoir avoir des modèles d'armes précis et des datas un peu confidentielles pour fabriquer leurs armes et tout. D'ailleurs, il y a eu pas mal de leaks à cause de ça. Ça a été un vrai problème où genre il y a eu des leaks officiels de l'armée par des gens qui voulaient améliorer les trucs. Arma fait ça aussi, ouais. Ah, peut-être que c'est Arma et pas Battlefield, autant pour moi. propagande. Si à l'heure où j'écris ces lignes, tué quasiment l'intégralité des journalistes palestiniens, ou pas palestiniens d'ailleurs, qui couvraient le Arma et World of Tank et ouais, on confond tous les noms. Désolé, je confonds les jeux de tank. c'est bien pour rendre les images de sa propagande hégémonique. Call of Duty, même sans croire que les studios qui ont touché à la licence le font volontairement, la direction artistique reproduit des images qui sont en soi de la propagande pour les guerres que mènent et soutiennent les USA, ou globalement les guerres de l'Occident. Les ennemis de la licence, c'est quand même un pile ou face entre Arabes et Russes, et si ça tombe sur la tranche, on met un latino. À la limite, si on perd la pièce... Où on met un entre les deux, quoi. Genre, quelqu'un qui a dit dans le chat de tout à l'heure, en mode, bon, ils ont mis un mec qui était métis irakien-russe. Là, on met des zombies. Les images de propagande matraquées, ça donne le ton d'un conflit, la couleur des tirs et la position morale de l'adversaire. Et je supposerais que même si ça a sûrement jamais été l'objectif principal, que la Arma, c'est pas littéralement un jeu qui servait à l'armée américaine pour recruter ou je confonds. Je crois que c'est ça. Hein. licence reste plutôt floue et que tous les Call of Duty ne se passent pas au Moyen-Orient, loin de là, le fait que la plus grosse licence du secteur culturel et médiatique le plus en développement à l'époque donne une image ne serait-ce que positive de ce que serait un soldat occidental, je pense que la CIA a pas craché dessus. Call of a parfois plus tendu vers l'edgy pour plaire aux ados qu'ils avaient pour cible. La guerre moderne, la violence, la scène de massacre de civils de Modern Warfare 2. C'est pas le seul jeu, hein. Genre, typiquement, les gens, je sais qu'il y en a plein ici qui aiment Interstellar. Moi aussi, j'apprécie Interstellar. Je trouve que c'est un bon film. Genre, j'aime bien comment il utilise la relativité générale, c'est cool. Enfin, le film a quand même été commandé par les industries américaines. C'est-à-dire que c'est quand même un outil de propagande pour l'industrie américaine à la base. Qui avait fait polémique à l'époque, et puis les zombies, tous les types d'armes. Call of Duty, c'est la volonté d'être un film d'action thriller pro-américain jouable. Et ça a donné des films d'action thriller pro-américains jouables. Jouable par Jordan Bardella par exemple sur sa chaîne YouTube. Call of Duty a clairement un truc avec les armes. Le jeu vidéo de cette époque a clairement un truc avec les armes. Le jeu vidéo de maintenant a clairement un truc avec les armes. Mais c'est parce que c'est trop bien les armes dans les jeux vidéo. C'est vraiment des très bons éléments de gameplay, genre. Les médias ont un truc avec les armes, mais il est dur de pinpoint sur le JV un concept inhérent à une société guerrière et impérialiste. Je veux dire, les ricains, nous, l'Occident, on a un problème avec les armes. Et c'est, je pense, encore plus global que le côté guerrier masculin. Grégoria qui va parler de moi parce que j'ai parlé d'Interstellar. Je savais pas qu'il y avait un lore avec ça. Symbole phallique et domination qui serait parfaitement cohérent avec les gamers. Il y a ça, mais... Eh ben, un PB Interstellar un peu. Les armes, ce sont des objets de fascination car ce sont Même si je crois que c'est mon Nolan préféré, mais bref. des objets de pouvoir. La simple possession d'une arme amène du pouvoir. Une arme a pour fonction pure de blesser, amoindrir, détruire l'intégrité et la dignité humaine d'un autre. Et ça, c'est puissant. C'est un vrai pouvoir. Sauf que ce pouvoir, il peut être utilisé à tout un tas de choses. Et s'il y a toujours la question morale quelque part, cette question a toujours été au centre d'un débat d'éthique. Sauf que voilà, ce débat d'éthique, parfois, il est bien pratique pour justifier la présence d'armes. La priorité principale pour une société ou des individus qui utilisent des armes, c'est de trouver un moyen éthique de s'en justifier et de se libérer moralement du poids que c'est de l'utiliser. Et ça, ça passe par les intentions, mais aussi par l'imagerie et les propagandes Ah, il déteste Interstellar. Bon, peut-être on peut se rejoindre un peu sur ces trois trucs. qui iconisent les armes et ceux qui les utilisent, comme Call of Duty. L'arme en soi devient objet sacré et iconisé, et l'utilisateur devient le défenseur, l'honorable, celui qui protège un régime, qui se bat pour sa patrie, ou alors pour la révolution qui cherche à rendre justice. Le mot fascisme, ça vient d'une arme romaine. Et il y a Est-ce que ça, c'est pas un peu... Peut-être que je dis des conneries, hein, mais est-ce que ça, genre, ce truc, tu vois, de glorifier une arme, ça date il y a quand même un sacré bout de temps, non? Genre, il y avait pas déjà des trucs à l'époque où des mecs comme genre Alexandre le Grand avait donné un nom à son épée et que du coup, genre... même quand tu regardes les légendes arthuriennes, il y a beaucoup ce focus qui est fait autour de l'arme comme incarnation justement du héros. J'ai l'impression quand même que c'est un vieux truc. des armes sur des drapeaux de pays post-révolutionnaires. L'idée, c'est pas de dire que tout ça se vaut, mais il y a des mécanismes similaires. Vous savez, je suis jamais Ouais, très ça, joyeuse, c'était son arme. triste pour un PDG avec quelques trous en plus. Ah, et puis,
Est-ce que je suis si différente que ça, moi, fondamentalement, genre, avec ma DA? J'avoue. Bien les chlasses. pour être très honnête. Mais il faut quand même être Excalibur, Durandal, mais non, Durandal, c'est un youtubeur, qu'est-ce que tu racontes? Rien à voir. vigilant envers des mécanismes Je sais, hein, c'est une blague. qui banalisent la présence d'armes ou les rend nécessaires. Personnellement, je mettrais moins la faute sur des gens qui tirent sur des PDG ou des énormes racistes, peut-être un peu plus sur un gouvernement qui dote sa police d'armes interdites par la Convention de Genève. Call of Duty, dans son histoire aussi marketing, a beaucoup centré son image sur l'edgy et le cool, le viril de la guerre et des armes, en C'est vrai que Call of Duty, c'est un petit peu la DA de le piratage, c'est du vol, mais en jeu vidéo quand même. centrant même ses spots sur des trucs qu'on fait même pas dans le jeu. Genre il y a une pub bizarre où Jonah Hill est en mode nulos parce qu'il sait pas recharger une arme, il maîtrise pas son arme, alors il est nul, contrairement à moi qui ai un gros Oui, alors que quand t'appuies sur R, ça recharge ton arme, mais bref. et qui sait recharger une arme. Mais il n'y a pas besoin de savoir faire ça dans Call of. Il n'y a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est maîtriser les trickshots, la physique du jeu et quelques insultes primaires. Je savais même pas jusqu'à récemment que Call of Duty avait le mode de Counter-Strike là, où c'est 2 équipes en 15 manches, avec des terroristes et des pas terroristes. Je savais pas. J'étais sûr que c'était que sur Counter-Strike. J'ai écrit cette vidéo avec de l'IA. J'ai dopé Non, mais c'est trop grave. ChatGPT au storytelling, maintenant il essaie de Alors, il est en mode, le capteur de flag, ça n'existe que dans un seul jeu. me persuader que le sport automobile a le moindre intérêt. Un jour, Après, c'est pas vraiment du capteur de flag, mais bref. ils vont faire le GP Golf, le Gotha Golf par Gotaga, Oh, le Gotha Golf, je suis trop chaude. et les gens vont sucer. Il y a au fond un lien direct, pas de causalité, mais de thématique, de même traitement du conflit et de l'arme de guerre entre Call of Duty et les bombes signées de soldats israéliens postées sur les réseaux qui tomberont sur des enfants mal nourris. On m'a dit que je faisais des trop gros raccourcis sur Bref et le fascisme, mais c'est comme ça que je garde le loyer bas ici. Le truc c'est que, allez, Ah, j'ai pas vu juste sa en- vidéo, j'ai pas vu sa vidéo sur Bref parce que j'ai pas encore vu Bref 2. Faudrait que je mette Bref 2 pour regarder toutes les vidéos des youtubeurs qui insultent Bref 2. Il y a lui et un autre. discours, moi ça me donne l'impression de taper un petit peu à côté. Être un peu vous savez ce pote qui est trop woke. On peut toujours se rassurer en se disant qu'on est du côté IIQ de la Je suis un peu la pote trop woke. taille que les jeux vidéo rendent violents. Moi ça me laisse toujours un petit goût rance. Dans le cas de Call of Duty, ça reste quand même une critique Grégoire Simpson. centrée sur l'esthétique. Et j'inclus le côté je tire sur des gens dans un contexte guerrier comme de l'esthétique. Et le truc c'est que l'esthétique fait évidemment partie de ce que transmet une œuvre dans son intégralité, mais Call of, du coup c'est aussi un bon jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a un peu un schisme entre ce qui est vendu et mis en avant dans un Call of et ce qui a été ensuite l'essentiel de son succès. C'est bien le Ah non, mais des pubs pour l'armée pendant qu'on réacte à ça, c'est un peu grave hein, quand même sur Twitch. côté guerrier héroïque et la campagne qui a été pas mal au centre de ce que Call of vendait, mais c'est beaucoup plus l'espèce de foutoir multi qui a tenu les joueurs en haleine et a propulsé la série vers son succès. Call of sur le papier, c'est des missions hyper scriptées, des set pieces interactifs à la Half-Life, La nuke. un gameplay à la Medal of Honor et une esthétique de propagande américaine. Mais en vrai, c'est faire un call avec des potes, spawner sur broadcast, marcher 3 pas et se faire dézinguer parce qu'on apprendra à être un gars à l'autre bout de la map grâce à la killcam. Le multi de Call of fait partie de l'expérience depuis le début. Mais à partir du 4, presque à la surprise des exécutants d'Activision, ça va devenir le cœur battant de la licence. À tel point que c'est plutôt par ce multi que la licence va devenir Et c'est pour ça que la Xbox était visionnaire dans la façon dont elle a essayé d'amener Internet et que malheureusement il a fallu une génération de plus pour pouvoir arriver à ça. iconique auprès des Je me retiens vraiment d'infodump sur des trucs de jeux vidéo là depuis tout à l'heure les gens. joueurs et va définir son héritage. Je veux dire, Call of en multi, c'est globalement une expérience très inspirée par plusieurs FPS, notamment Halo avec qui il partageait une décisive Ah, Halo. accessibilité sur Mais je pense que j'ai quand même préféré jouer à Halo qu'à Call of, in fine, tu vois. console. Mais Call of Duty 4 va d'un côté tellement plaire en multijoueur que ça va entraîner les premières organisations d'e-sport à grande échelle, notamment MLG, qui vont largement dépasser Call of Duty, parce que MLG c'est aussi avec eux que la scène Smash Melee s'est développée par exemple, en plus de participer au refaçonnage de l'humour de toute une génération de gens perdus sur YouTube beaucoup trop jeunes. rire d'humour et C'est nous ça. humour de rire, à la grande bibliothèque, on s'assoit cette semaine au siège et au strapontin du Comedy Club du montage et des spectacles samplés. Avec ses canons et ses idées connues, comme par exemple Sus. Et d'un autre côté, le système d'expérience à gagner par des actions en jeu multijoueur qui permettent de débloquer des items au fur et à mesure, c'est la blueprint des Battle Pass qui domine actuellement le gros du marché multijoueur actuel. Et après, je ne parle pas de plein de mécaniques ou esthétiques qui feront du multi un moment mémorable pour les joueurs. La simplicité avec laquelle il était possible de lancer des parties, les très nombreux modes de jeu, la killcam, etc., etc. L'expérience tant peaufinée par Infinity Ward et tant mise en avant par la presse et qui souligne tant la propagande au cœur de la licence, est au final relativement loin de l'expérience la plus jouée et encensée par les joueurs. D'où le côté bon jeu, mais qui raconte rien. En fait, le discours sur Call of s'est beaucoup limité à une analyse et une critique esthétique de ce que le jeu propose. Et sans dire que ça n'a pas de sens, c'est juste que pour un jeu comme Call of Duty, et à quel point il y a une discontinuité entre ce que le jeu montre et ce pourquoi le jeu est joué, entre l'expérience vendue et la réelle, il y a peut-être un truc à chercher dans cette expérience-là, celle qui joue, celle qui fusionne avec le jeu. Une fusion entre le joueur et le jeu qui provoque des comportements, des envies, peut-être même des rôles sociaux. Alors on peut penser à des gens qui ont des amis de jeu ou qui font partie de la communauté
d'un jeu, mais on peut penser à un truc plus fusionnel, Après, moi, un de mes meilleurs amis pendant longtemps, je l'avais rencontré sur Minecraft à l'époque. genre le type d'armes, d'interface, d'outils, d'options que vous choisissez en jeu peut parfois vous donner certains clichés sociaux, certains rôles dans une équipe, certains rôles dans un groupe. Genre les snipers campeurs cheatés, ça existe non dans Call of? Je suis vraiment C'est fils de pute. désolé, cette vidéo est aussi basée sur une sorte de chimère d'FPS que j'ai dans la tête, qui est majoritairement composée d'images de TF2 et de CSGO. Les vannes sur Great Review et le storytelling, c'est vraiment juste une stratégie marketing pour me distinguer, alors qu'au fond, je suis pas si différent. Après, c'est désolé les fans de Call of, mais c'est votre bad, hein. Vous attirez que nous. Et Jordan Bardella. Une fusion entre la technologie, l'arme et le joueur. Un peu comme dans Akira. Sauf que dans Akira, c'est un récit antimilitariste et Call of, bah c'est pour le fun là. Et comme on a dit, Call of ne vous fait pas vraiment jouer des vraies armes. Il n'y a pas besoin de savoir faire une vraie arme pour jouer à Call of. Dans Call of, nous sommes une arme par les possibles qu'elle provoque dans le gameplay, par le rôle social associé, par une espèce de praxis mise en commun par les très nombreuses personnes qui y jouent, qui se développent, se diversifient, s'affinent, pourraient s'associer à une forme de culture, une culture analysée non pas sur la base de l'esthétique de Call of, mais qui s'analyse à partir du moment de l'interaction, au moment de la fusion, qui dit autre chose Je suis vachement d'accord avec lui. sur le jeu que son seul rapport esthétique. En travaillant sur Call of, j'ai beaucoup pensé à la longue réflexion et l'insécurité vis-à-vis du statut d'art du jeu vidéo, et à quel point est-ce qu'on avait poussé ça pour contrecarrer le statut de sous-culture qui lui était associé. Le jeu vidéo est un art Alors que ça peut être les deux. à part entière, j'en suis personnellement convaincu. Et pour le prouver et le traiter en tant qu'art, on a beaucoup valorisé le jeu vidéo pour des discours et des critères qui étaient déjà valorisés sur les autres arts. Genre le discours du petit frère du cinéma, là. Je pense que je peux plus entendre Je déteste ce discours, mais je le déteste tellement. ça en 2025, en fait. On va prendre les frères Lumière, on va les sur Fortnite, et on va voir qui c'est les grands frères. Il y a combien de choses différentes que tu dois expliquer aux frères Lumière pour qu'ils aient vraiment une compréhension globale de tous les éléments du jeu Squid Game de Roblox. Pour valoriser de l'art, on a à peu près repris les guidelines de la nouvelle vague, en gros. On a mis des auteurs en messie, on a créé une séparation plus ou moins artistique entre les grosses productions sclérosées et les indés, et globalement entre les productions qui ressemblent à de l'art et des productions qui font popcorn. Bon, après, c'est pas gravé dans le marbre. Les esthétiques qui sont valorisées en tant que culture légitime, bah ça change au fil du temps. Code 4, quand il sort, il a les fleurs de la presse spéciale. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que moi, en tant que game designer, je sais qu'il y en a plein qui les aiment, mais moi, je les déteste. Les films interactifs, ça me gave. Je trouve que c'est pas du jeu vidéo, genre, c'est chiant, on s'en... moi, je suis là pour avoir de l'interactivité. Je veux pas que le peu d'interactivité que j'ai ne serve juste à augmenter un peu mon immersion dans un film interactif. Ça m'en... Genre, pour moi, le plus important, c'est le gameplay. Genre, vraiment, le gameplay doit être au centre de tout. Et genre, si ton lore et ton histoire n'est pas sous-tendu par le gameplay, ou du moins n'est pas en cohérence avec ton gameplay, bah à la fin, t'as un jeu qui juste sonne faux, sonne creux, genre. Y compris pour ses promesses tenues de grands spectacles. Call of Duty, c'est Dans Metal Gear Solid, il y a quand même du gameplay, genre. quand même un jeu de luxe, avec des intentions et Petite balle sur David Cage. Je pensais principalement à David Cage et au Telltales. des ambitions qu'on n'avait pas forcément vues dans ces proportions-là. Bon, la campagne très scriptée et cinématographique, c'est clairement du Half-Life, mais faire du Half-Life avec une DA photoréaliste et une guerre américaine, bah c'était nouveau. Une grille de lecture qui se retrouve du côté des joueurs, mais aussi du côté des créateurs. C'est peut-être cette grille de lecture qui cherchait à se légitimer en émulant d'autres que l'aspect très mise en scène et cinématographique assumé de la campagne de Call of a autant convaincu à l'époque, discutant du coup moins du multi, pourtant omniprésent. Pour se légitimer, Non, je crois que là, ce que est en train de faire Arcade, c'est un peu une balle indirecte à la grosse revue. Hein. Parce que lui, du coup, pour le coup, il est vraiment en mode bandeur de c'est du cinéma dans le jeu vidéo, quoi. il fallait se dire que le JV était plus que du divertissement et qu'il y avait dedans des traces, des influences, des espèces de pistes de vrais objets de culture qu'on pouvait retrouver ailleurs. D'où le discours du petit frère du cinéma qui me donne envie de sacrifier des choux-fins. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que Steven Spielberg, Tu peux invoquer combien de dragons blancs aux yeux bleus si sacrifie des chouffins? il a pas juste voulu des armes à feu dans sa première scène de Soldat Ryan, mais en fait le gars il les a inventées. Avant le cinéma, avant Steven Spielberg, les armes à feu ça n'existait pas. En fait, TGR, c'est un peu le skin école de commerce de Vincent Cassel. On a souvent tendance à donner de la valeur culturelle aux choses à travers leur portée perçue comme artistique ou leur caractère sacré. C'est dans le discours que porte quelque chose que son impact culturel existe vraiment. Et c'est pas forcément faux. Le fait que dans Call of, les armes sont des interfaces d'interaction et des rôles sociaux qui n'ont pas grand chose à voir avec la guerre, c'est pas comme si ça annulait tout ce que ça représentait de contrôler une arme à feu. Après, moi, je l'aime un peu bien, hein, la grosse revue. Hein. J'ai rien spécialement contre lui. J'ai la même critique que j'ai pour la grosse revue que pour la plupart des youtubeurs qui parlent de jeux vidéo, en fait. C'est que je trouve ça un peu creux et un peu vide. Par contre, qu'est-ce qu'il est bon en storytelling? Et ça, c'est toujours agréable, tu vois. Genre, la vidéo est tellement bien réalisée, c'est dur de pas apprécier. Mais, tu vois, typiquement, sa vidéo sur Call of, je trouve qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on devrait un peu revenir. Genre, notamment, tout son truc de petit frère au cinéma et tout ça, c'est un PB, mais c'est pas le seul, genre. Ils sont apolitiques. En fait, ils sont pas apolitiques, ils sont macronistes. C'est juste que, du coup, ils pensent être apolitiques de cette façon-là. Dans un jeu vidéo. Mais il y a dans ces rapports d'interaction de la culture. Une culture
C'est plus sa mère, regretterez-vous, désolé, même en storytelling, je trouve ça. Non, mais en vrai, il y a quand même un truc. Légitime. Si on reprend Akira le film, c'est un film dense thématiquement, on l'a dit. Mais si ce plan ou autre ont autant imprégné l'imaginaire, c'est pas uniquement pour ce que ça représente ou ce que ça dit. Akira, c'est la mise en commun du savoir-faire d'une bonne partie des plus forts animateurs de l'époque et des futurs boss du domaine à l'avenir. C'est un film qui a montré un niveau de maîtrise tellement poussé qu'il a mis un standard et pavé la voie des suivants. Pour sa technique, pour son savoir-faire. Akira est beau esthétiquement, thématiquement. Ah bah par contre ça, je suis d'accord avec ta critique Medoli pour le coup, genre sa vidéo sur Outer Wild, le frère tu racontes juste le scénario du jeu. Oui, c'est un peu en mode genre il raconte juste le jeu quoi. Mais c'est pas, attendez, c'est la grosse revue ou c'est Ego qui a fait la vidéo sur Fear and Hunger? Parce que je la trouvais pas mal. Mais aussi parce que toute personne avec des connaissances basiques de cinéma ou de dessin peut reconnaître que ça devait être dur de faire un Ah oui, me spoilez pas Outer Wild, parce que moi je crois que j'ai vu la vidéo sur Outer Wild il y a super longtemps, je me rappelle de rien et je compte y jouer. Ah bah c'est combo supérieur à la grosse revue, désolé. truc qui a autant de gueule. Et ça, c'est déjà beau en soi. Pour créer cette vidéo, je me suis un peu plongé dans le travail de Gilbert Simondon, un philosophe du XXe siècle qui ne Après désolé mais les storytellers dans le jeu vidéo, je les confonds tous. En plus dans la lignée de la grosse revue et dans la lignée de Ego, il y en a eu plein d'autres. Genre là comme ça j'ai Bring the Sun, je crois, il y en a plein. bat aucune des allégations d'autisme total. Il a une œuvre assez large. Ego, il est pas turbo-sioniste? Putain, bah j'en sais rien, c'est pas dans ses vidéos ça. Il fait partie d'une époque structuraliste de la philosophie française. Il est contemporain de Deleuze, Guattari, Derrida, Lacan, Beauvoir. Il a travaillé sur le concept d'individuation au sein de structure. Il parle un peu comme Foucault et quand il répond à des questions, il ressemble à ça. Bref, pendant une bonne partie de sa vie, Simondon va se demander comment c'est possible que personne n'aime les trains autant que lui. Et il va en sortir un Et Sharp sort de ce corps. bouquin appelé Du mode d'existence des objets techniques. Et il va revenir dessus dans plusieurs de ses ouvrages suivants qui n'ont pas forcément quelque chose Oui, egg corps de en fou. rapport. Vous savez à quoi me fait penser cette longue réflexion sur l'histoire de la philosophie? Oui, les trains, oui. Oui, les trains. Non, j'ai pas de problème. J'ai juste pas accès à ma Ritaline. Et personne n'aime les trains. Le constat de Si, tout le monde adore les trains. Allez les trains, ouais, les trains. Tout ça. Et d'ailleurs, je pense à YouTube, vous connaissez pas mon overlay de train du scam, mais on s'en ressemble à ça quand il y a des trains du scam, du coup. Les trains, ouais, let's go. base de Simondon, c'est que les gens à son époque sont aliénés de la technique. Les gens comprennent plus vraiment ce qu'est la technique selon lui, et ils ont plus un rapport sain à celle-ci. Selon lui, c'est parce que les gens ne ressentent plus vraiment les conséquences du progrès. Là où tout artisan ou ouvrier voyait son outil changer et s'améliorer avec les Moi, j'avoue, je suis un peu autiste, Osef des trains, mais je sais que tout le monde kiffe. innovations successives, il remarque maintenant que les tâches sont séparées et que les gens micromanagent des parties infimes de grandes machines sans les comprendre ou percevoir leur évolution. Les patrons, eux, de toute façon, ils ne voient que des chiffres et ne connaissent pas forcément vraiment leurs machines, et le grand public, personne vraiment n'apprend ou explique des machines, juste on les utilise. Bref, il y a une aliénation de la technique à tous les niveaux. Alors, il y a clairement le capitalisme à la base de tout ça, et Simondon ne le nie pas, mais il va exprimer ça en disant qu'il y a des causes culturelles. Bon, tout ce que je vais expliquer là n'est pas essentiel pour comprendre là où je veux en venir. Mais pour faire le vulgarisateur, on va quand même planter le décor de ce qu'il dit. Je dis ça parce qu'il y a un terme qu'utilise Simondon dans sa thèse qui m'a tout de suite sorti de l'ambiance complexe, vulgarisateur, France Culture, philosophe. Je vous spoil pas, on verra si vous le remarquez. Pour Simondon, il y a une hiérarchisation des modes d'interaction par rapport au monde dans notre société. Une hiérarchie de vérité, de légitimité. Cette hiérarchie est produite par la culture et elle met à son sommet les objets sacrés ou religieux. On pense tout de suite au culte, mais il faut prendre sacré au sens large. C'est tout objet qui définit de la morale. Donc ça peut être des textes de loi, des structures, des mœurs, etc. genre, ou Zidane, enfin voilà, ce genre de truc. Et en bas, il y a ce que Simondon appelle les objets techniques. On reviendra sur les limites qu'il donne à ce terme. Ces objets, instinctivement, on les pense comme seuls outils à utiliser, pas comme des sources qui provoquent des normes, qui influencent des sociétés, des façons de penser et des cultures entières. Et ça, c'est ce que Simondon essaie de contredire. Selon lui, cette hiérarchie vient d'une séparation ancienne qui a été faite avec l'évolution complexe des techniques. Une séparation à partir d'un état plus mélangé, sans hiérarchie, qu'il appelle le monde magique. Donc le monde magique est une sorte de moment un peu idéal de Simondon où le rapport aux objets et au monde sont mélangés, tous les objets à interaction et un peu fusionnel, il n'y a pas vraiment, enfin genre en mode toute interaction induit de la morale et de la technique et Train égale magie, là, dans l'inverse, du coup. Bon, j'avoue, son truc est légèrement habitable. On dirait un fétichiste des modes de vie natifs. L'important pour lui, c'est de dire qu'il y avait un état où il n'y avait pas de hiérarchie. Il y avait un côté universel dans notre rapport aux choses. Quand les techniques Ok, Rousseau. s'avancent et deviennent plus complexes avec des utilisations plus compartimentées, c'est là que la séparation se fait. Ce qu'il subsiste du monde magique en revanche, ce sont les objets esthétiques, les œuvres d'art, les œuvres du beau. Pour lui, une œuvre d'art est définie par le fait qu'elle appelle toujours à plus que ce qu'elle est. Elle utilise des images, des symboles, des techniques aussi pour représenter et transmettre des messages qui la dépassent
et tente de dire quelque chose d'universel. Dans cette volonté d'être universelle, l'œuvre d'art est donc un résidu du monde magique. Les objets sacrés et esthétiques sont considérés comme des sources de culture et de normes, alors que les techniques, non. Et ça, il n'est pas d'accord. Personne n'aime les trains comme lui, il les aime, vous vous rendez compte? Un objet technique a une définition relativement large. Il faut que ce soit un objet inventé, avec un sens d'utilisation qui le définit et le limite, entre guillemets, mais en même temps, le niveau d'invention d'un objet technique est aussi défini par à quel point son utilisation est versatile. Si on prend un marteau, que Simondon définit comme un objet technique primitif, la fonction d'un marteau, c'est casser et planter des trucs. Bon bah vous construisez des trucs avec. Donc le fait J'aime bien les chlasses, mais j'aime bien aussi les marteaux au passage. d'avoir un marteau, de pouvoir en faire ou pas, bah ça influence votre société à terme. Bon, ça c'est relativement intuitif. La principale idée à retenir selon moi de Simondon, c'est que ces objets techniques et sa portée culturelle viennent du fait qu'un objet technique est toujours la fusion entre l'utilisateur et l'outil qu'il utilise. Un objet technique est toujours un prolongement de l'humain. Il y a une réciprocité dans l'interaction. Si vous voulez un marteau accroché à une Je vois le parallèle qu'il y a à faire avec le jeu vidéo, ça y est. étagère, par exemple, là, c'est pas vraiment un objet technique. Sa qualité technique n'existe pas vraiment à ce moment-là. C'est quand j'utilise le marteau, quand alors je sentirai et testerai son poids, sa Culte des faucilles, mais j'adore aussi les faucilles, hein. Je suis une grande fan de faucilles et de marteaux, perso. solidité, son efficacité, sa prise en main, quand il augmentera alors mes propres capacités et qu'il va me permettre d'avoir un effet sur ce qui m'entoure, là, l'objet technique existe. Pré-shot pour voir. En fait, il va expliquer que le jeu vidéo, c'est pareil. Un jeu vidéo, tu le laisses tout seul, il se passe rien. C'est une fusion entre toi et cet objet technique, qui est à la fois un objet technique et à la fois un objet artistique. Parce que pour le coup, sur le plan strictement technique, un jeu vidéo, c'est très, très, très avancé, je veux dire. Et je pense qu'il va parler un peu de ça, non? C'est là qu'il se définit, c'est là qu'il est beau, c'est là qu'il est normatif, Les jeux vidéo sont des marteaux, c'est des genres de marteaux très compliqués. et c'est là qu'il devient de la culture. Bon, tout ça est assez abstrait, ça reste de la philo. Mais l'important est bien cette idée de fusion. Utiliser un objet, c'est l'influencer et être influencé à son tour. Utiliser un marteau, ça veut dire avoir les matériaux et les compétences nécessaires pour fabriquer un marteau. Ça veut dire être capable de faire tout ce que peut faire un marteau ou participer à faire. Mais ça veut aussi dire être influencé ou un peu limité par ce qui est possible de faire avec un marteau. Il y a une fusion. L'ère capitaliste et la culture dominante qu'il induit a, selon Simondon, opéré une discontinuité Et je pense que c'est pour ça qu'il distingue le jeu vidéo en disant que c'est plus que juste de l'art. Parce qu'on n'a jamais autant poussé aussi loin le fait que les gens qui sont impactés par l'art s'approprient le médium au même titre que, genre, par exemple, une peinture. Genre, une peinture, in fine, tu modifies pas l'œuvre. Même si tu la regardes avec des lunettes un peu spéciales ou si tu la regardes de façon déformée, ce sera jamais aussi loin que l'appropriation de l'outil que tu te fais à travers le jeu vidéo. Et c'est par l'interactivité profonde de ce médium qui le distingue des autres arts, justement. Je pense que c'est un peu ça qu'il veut dire. entre l'homme et la machine à tous les niveaux, concrètement et psychiquement. Pour lui, notre rapport aux objets techniques est uniquement vu sous deux modes. Soit on est un ouvrier ou un artisan, ou alors même un consommateur, et alors en gros on utilise l'outil souvent partiellement, de façon désincarnée et localisée, mais sans vraiment comprendre ce qui se passe. Soit on est un ingénieur, et lui alors est expert, comprend, organise, Après, un livre sans lecteur, c'est pas un livre non plus. Oui, tout comme un portrait, qui a pas de gens pour le regarder, c'est pas un portrait non plus, ça change pas ce que je disais. invente, mais souvent n'utilise pas directement les machines. Hiérarchie évidente de lutte de classe et de capitalisme, mais Simondon définit bien les deux choses comme des aliénations. Les deux ont un rapport distant de la technique au lieu de se penser au cœur de celle-ci. Simondon peut revenir à la mode en ce moment, notamment avec les discussions sur l'IA. Et bon, je peux pas parler à sa place, mais je pense que ce qui est sûr, c'est que la façon dont est développée et la façon dont est vendue l'IA, comme une sorte de machine sentiente qui va peu à peu faire les choses pour vous, voire vous remplacer entièrement, va à l'encontre d'une vision d'interaction fusionnelle que Simondon attribue à la technique. Le Moi, je le vois vraiment comme un objet technique, l'IA. problème, c'est qu'on n'apprend plus vraiment la technique. On les enseigne à peine, ou mal, ou de façon très segmentée, et les personnes réellement qualifiées, avec un savoir appris en utilisant, ne sont pas vraiment considérées ou n'ont pas vraiment l'occasion de transmettre leur savoir, parce que mises en hiérarchie avec un savoir plus théorique. De ce fait, La fameuse dialectique maître-esclave, tout ça. les gens ne réfléchissent plus aux techniques. On ne les valorise plus en tant que techniques. Alors, c'est vrai que je dis balance ça, mais ça se trouve, personne ne sait de quoi je parle. C'est le fait que. C'est vrai que c'est Hegel qui avait dit ça en mode. En fait, quand tu regardes entre un maître et son esclave, au final, la vraie personne. La personne qui est vraiment en maîtrise, c'est pas tant le maître que l'esclave, parce que c'est lui qui fait concrètement les choses, et c'est lui qui possède le pouvoir sur, justement, la nature et sur le monde. Alors que, justement, le maître, si je dis pas de bêtises, lui a une distance par rapport au monde qui fait qu'en fait, il a perdu une forme de, d'agentivité sur le monde parce qu'il l'a délégué. Et donc en fait, au final,
c'est plus l'esclave qui est le maître du monde et le maître qui est du coup l'esclave de tout ça, quoi. C'est un peu un des textes importants de Hegel. Après, voilà, moi j'ai juste lu ça de lui, hein, je suis pas non plus une expert. Technique. Quand un objet technique est considéré comme de l'art, c'est parce qu'on le recouvre d'un vernis esthétique, au lieu de voir le beau dans la bonne réalisation de sa fonction pure. Bon, d'accord, Gilbert, j'ai compris. Est-ce que tu peux retirer ton casque anti-bruit pour que tu entendes que j'ai compris? On voit assez clairement la nature structuraliste de ce qu'essaie de faire Simondon. Si aujourd'hui il n'est pas très surprenant de se dire que les techniques que l'on utilise influencent la construction d'une société, au XXe siècle ses réflexions en philosophie étaient en plein boom. Même s'il met des nuances sur comment un objet et une technique influencent la culture, l'obsession de Simondon c'est de recréer ce lien, de recommencer à réfléchir ces objets comme pleinement central à une société et sa culture, de façon différente d'un objet sacré ou d'une œuvre d'art. Simondon insiste souvent sur l'exemple du marteau, dont le plus grand défi technique c'est d'attacher le bloc de métal aux manches de bois ou aux manches de plastique. Parce que toutes les sociétés n'ont pas les mêmes solutions. Déjà, ils partent pas des mêmes bois, pas des mêmes métaux, pas la même colle, font pas les mêmes constructions avec, et c'est déjà de la culture. La solution de la culture américaine à n'importe quel problème, par exemple, c'est un gun. Arme que Simondon n'aborde à peu près jamais. Cependant, il Oh, faut encore que je me retienne de faire des blagues sur CK. paraît évident que dans une idée que les techniques et leurs utilisations induisent des normes, l'utilisation fondatrice d'un objet technique ayant pour seule et unique fonction principale de tuer, c'est-à-dire que vous pouvez planter des clous si vous voulez avec une arme mais ce sera un très mauvais marteau, va avoir forcément une Oh, je suis quasiment sûr que ça marche. influence sur la société qui en découle. Dans Akira, Genre tu le tiens par le canon comme ça et tu frappes, c'est vachement lourd un flingue. Tetsuo est un gosse fragile que le gouvernement veut transformer en arme. Son complexe d'infériorité et sa sensation d'être incompris est une opportunité qui le rend exceptionnellement sensible aux expériences du gouvernement. Une fois hors de contrôle, chaque arme envoyée sur Tetsuo le fait fusionner avec la puissance de celle-ci. Akira s'intéresse à comment la guerre et les armes colonisent l'esprit de ceux qui les subissent et les utilisent, dans des cycles de répétition violente et absurde, mais l'utilisation d'une arme est toujours la même. Blesser, Ça rejoint vachement le propos des trucs qu'il faut que je fasse autour de la guerre et des armes et que le fait que la paix c'est un mensonge. tuer et les effets papillons que ça provoque. Bon, on a bien yappé sur les idées de Simondon, c'est bien, ça va nous rajouter 5 minutes sur lesquelles je vais trop galérer à trouver comment illustrer. Pour notre plus grand malheur, Gilbert Simondon est décédé en 89 à l'âge de 64 ans. Il n'a donc jamais joué à Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, alors que je peux vous assurer qu'il aurait dévoré cette shit. Plus je regardais dans le travail de ce gars qui s'est tant concentré sur les liens et les différences entre l'art et la technique sans les hiérarchiser, plus il était assez impossible de ne pas penser aux jeux vidéo, à Call of Duty et à la névrose qui a été habitée par les joueurs pendant des années sur la légitimité de leur loisir préféré. Le jeu vidéo est profondément un média et un art qui se situe plus que tous les autres à la charnière entre art et objet technique. L'aspect technique du média a toujours pris une part extrêmement importante dans la façon dont la culture autour s'est construite et globalement de comment il est Un peu comme le cinéma avant lui par contre, arcade. C'est pas pour faire la même chiante, hein, mais peut-être que le fait qu'on dise que le jeu vidéo c'est le petit frère du cinéma, ça vient aussi un peu de ça. expérimenté. De la guerre des consoles aux fous qui connaissent par cœur les numéros de série de toutes les cartes graphiques, il y a dans le jeu Genre, rien que Avatar 2 s'est vendu exclusivement sur sa technique. vidéo et dans la tête d'un joueur même assez lambda, La Team Cook, oui. un certain intérêt et une importance donnée à l'ingénierie. Mais c'est surtout que le jeu vidéo s'inscrit parfaitement dans les deux catégories que fait Simondon à la fondation de sa pensée. Le jeu vidéo est à la fois une œuvre symbolique qui transmet des messages au-delà d'elle-même et qui prétend à l'universel, comme on l'a vu avec la propagande et les discours de Call of Duty. Mais c'est aussi des jeux, des systèmes, des amalgames d'objets techniques complexes qui ont toujours à la racine de leur fonctionnement une nécessité d'interaction et qui prennent Et du bon gros code. sens au moment de celle-ci. Ah, c'était une image du film Minecraft, on l'a pas encore vu. L'interaction fait du jeu vidéo un objet technique en soi. Il est encore plus facile de s'imaginer une fusion entre l'utilisateur et l'outil par le biais de l'avatar, de la manette, des rôles et propriétés sociales accompagnées par ce que l'on joue, la façon dont on joue et avec qui on joue. Les jeux sont plus que des œuvres d'art et c'est peut-être là ma clé de sortie pour repenser Call of Duty comme autre chose qu'un bon jeu qui ne raconte rien à part de la propagande américaine. Call of Duty ce sont aussi des jeux avec une boucle de gameplay courte, une emphase sur le fun rapide et instinctif, un système réactif satisfaisant à utiliser très vite et en même temps dans lequel il est possible de s'investir et développer ses skills, de l'acuité, des réflexes, de la coordination. Des jeux qui fonctionnent sur de nombreuses Et de mesurer la taille de sa bite. Ça, c'est vraiment important. Hein. plateformes, des jeux faciles à lancer, faciles à arrêter, faciles à jouer à plusieurs, des expériences accessibles et divertissantes, et tout dans le jeu est au millimètre fait pour Genre, moi, je trouve que c'est même assez central, hein, réaliser ce truc de mesurer la taille de bite avec Call of. au mieux cette fonction. Vous savez que c'est vraiment dur de faire un jeu qui est fun. Il y a des gens, ils ont des tas de choses à dire dans des jeux, mais ils savent pas faire des jeux fun. Et D'ailleurs, c'est un immense problème hein, chez les devs indépendants. Genre, et nous-mêmes, quand on était dev, on a complètement raté ça sur notre tout premier prototype avec Lou. Genre, on a mis en place plein de systèmes, genre, ça marchait vachement bien, notre truc et tout, tu vois. Mais on se faisait super chier. Genre, notre démo était nulle. Genre, ok, d'accord, il y avait tous les systèmes qu'on avait pensés, notre game design nous semblait cohérent, mais c'était pas fun. Genre, on a oublié de faire un truc marrant.
Dans ce fonctionnement de jeu pur, dans la façon dont Call of s'utilise, se fusionne avec le joueur, il y a là des normes, de la culture et également de l'intérêt esthétique. Un outil a de la beauté dans le bon fonctionnement de son utilisation maîtrisée. Et oui, un 300 Par exemple, là, Risk of Rain, c'est pas fun parce que je me rends boucle. Non, c'est trop bien Risk of Rain, justement. Rejouabilité infinie et tout. 160 headshots no scope à travers la map est un acte d'une beauté rare. Pas parce qu'on aurait mis une jolie plastique dessus, mais parce que le fait d'être fort à ce point à un jeu, eh bah c'est Taille de Zizi. vraiment trop stylé. Zizi. Grosse beuteux, là. C'est vraiment, c'est dans les tripes. C'est comme voir quelqu'un faire un Dans la... ollie. C'est stylé en soi. Le geste même a de la sauce. Le mouvement, l'utilisation, la fusion entre l'utilisateur et l'outil a de la sauce et existe uniquement au moment de l'interaction. Je vous ai dit qu'on allait se branler et je vous propose le contenu. Go 5 balles sur Tipeee en vrai. Call of Duty, par son utilisation, s'adresse naturellement à des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent pour s'acheter beaucoup d'autres jeux. Des gens qui ont un rapport aux jeux vidéo d'amusement, peut-être d'échappatoire ou même surtout d'entretien de Ah, le lancer de couteau across the map, c'était ma spécialité. Moi, j'étais hyper forte pour tuer des gens de très loin avec des couteaux de lancer, genre. lien social, entre amis, voire membres de la famille. Des profils peut-être de travailleurs, de jeunes, voire très jeunes, qui y trouvent du fun rapide et très efficace après les cours et qui Non, mais je viens seulement de capter que c'était, genre, que j'aime les couteaux et qu'il y a peut-être un lien. Je n'avais jamais réfléchi à ça avant. s'arrêtent vite Lancer de couteau IRL, c'est mieux. J'ai aussi fait un peu de lancer de couteau IRL, mais j'avais pas vraiment de couteau de lancer, du coup je faisais ça un peu à l'arrache. quand la daronne dit qu'il faut venir grailler. Cette utilisation a amené en réciprocité le jeu vidéo à un moment T à s'imposer comme loisir de masse, à être, à l'instar des jeux traditionnels, des expériences sociales plus ou moins courtes, de divertissement. Et il est peut-être là le moyen de redorer le blason Mais si un jour vous faites un personnage troublant assis dans un jeu vidéo, je veux qu'il lance des couteaux par contre. de Call of Duty, de retomber sur mes pattes et de pas avoir fait tout ça pour rien. Cette volonté fondatrice d'une époque du jeu vidéo qui fait aussi suite aux racines du média, faite de jeux d'arcade ou de versus fighting, qui se retrouvent Il a dit arcade. aujourd'hui, je suppose, C'est son nom. dans Call of Duty 19 ou Fortnite. Il y a de la beauté et de la culture légitime dans cette manière de faire du jeu vidéo. En partie aussi parce que c'est cette manière qui a amené tant de gens aux médias, quitte à découvrir par la suite ses autres facettes. L'interactivité, la fusion entre un utilisateur et un outil, dans un art qui l'a pour fondation, ne peut être pensé en second plan ou être supplanté par son esthétique. Le fait que Call of est un bon jeu a une légitimité culturelle qui peut être autant mise en valeur que le fait que ce soit de la propagande américaine. Bah, du coup, c'est ok d'être impérialiste, les gars. Let's go! Bon, d'accord, Arcade, il faut arrêter de sucer les jeux vidéo comme des chroniques France Inter, ok. Mais également, qu'est-ce que ce virement à 5 chiffres qu'a fait la CIA sur ton compte en 2023 révélé par Mediapart? Bon, je suis désolé, mais pour compléter Tipeee et arrondir les fins de mois, j'ai bel et bien dû intégrer l'équipe de campagne de Raphaël Glucksmann. Bref, il n'empêche qu'il me reste un petit goût amer. Et 7 pages de texte entier. Bon, le but de cette vidéo était de trouver le moyen de parler de Call of comme un objet de culture légitime en sortant de la critique politique assez basique. De justement mettre en valeur que le fait de parler de jeux vidéo en se limitant à leurs impressions esthétiques, bah c'est un Et d'ailleurs, c'est ce que je disais au début, fondamentalement, lorsque je t'explique que une arme à feu, c'est surtout fun. Genre, avant d'être l'incarnation d'un gun et d'être de la propagande américaine, la vérité, un flingue dans un jeu vidéo, c'est surtout un excellent outil de fun. Genre, y compris dans les jeux où c'est pas des vrais guns, y compris dans les jeux où, genre, c'est trop bien le flingue pour ce que ça te fait ressentir aussi, tu vois. Et c'est à travers cette interaction-là, c'est peut parler de jeux vidéo comme si c'était pas du jeu vidéo. Sauf que bon, tout est politique quand même, et ça va au-delà de l'esthétique. Simondon nous appelle à mieux considérer les objets techniques. Mais son problème de base, c'est la séparation et le manque de considération de la société capitaliste envers ces objets techniques. Et la dépersonnalisation et le parce que ça permet de dominer. Mais non, parce que ça permet de créer des boucles de gameplay intéressantes. La boucle de gameplay primitif dans un FPS, à savoir se déplacer, aim, tirer, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment une espèce d'équilibre parfait entre plein de trucs qu'on a envie de faire dans le jeu vidéo qui rendent l'expérience incroyable. Genre, au-delà de dominer, genre, il y a des jeux dans lesquels tu tires en permanence et tu domines personne. Je pense à Portal, c'est trop bien, genre. manque de connaissances que ça entraîne chez les utilisateurs. Et Call of Duty, bon, même si on peut bander sur le jeu vidéo en revalorisant son statut d'objet technique autant qu'artistique, Call of Duty, c'est une des représentations les plus claires d'une industrie qui veut moins faire des excellents objets techniques que de suroptimiser les profits au détriment des joueurs et au détriment des créateurs. Et ça a toujours été de l'optimisation. À la base, Activision, dirigé par Bobby Kotick, pur produit de la Silicon Valley et qui est pote et dîne régulièrement avec tout ce qui se rapproche Moi, ça vaut pas la boucle d'un platformer. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que les jeux vidéo, ils ont été dominés pendant plus de 30 ans par les platformers avant d'être dominés pendant plus de 30 ans par les FPS? C'est pas parce que la plateforme, c'est trop bien d'un point de vue impérialiste, hein. C'est parce que c'est trop bien d'un point de vue gameplay, genre.
le plus de démons sur Terre, rachète le studio d'anciens maltraités de chez EA, Infinity Ward, pour directement concurrencer Medal of Honor. Les campagnes de Call of, c'est du Half-Life, la prise en main, c'est du coup du Medal of Honor, et le multi, outre quelques innovations, c'est un melting pot de Halo, Quake et Counter-Strike. La chose la plus novatrice qu'a fait Call of Duty, c'est assez ironiquement son esthétique et quelques choix de design faits sur le multijoueur. Call of est devenu très vite une licence annuelle, mettant une très grosse pression sur les employés de plusieurs studios, tout en dépossédant la licence d'Infinity Ward contre leur volonté. Call of est Tu peux faire un platformer avec des flingues, c'est pas un platformer, du coup c'est un run and gun. passé aux microtransactions dès que ça a marché pour Valve. Ils ont dès que possible tarifé l'innovation qu'ils avaient faite avec Code 4 et leur Dominé par les FPS depuis Call of. Proto-Season Pass, ils ont même tenté assez pathétiquement le Battle Royale au moment où c'était hype. Activision n'a jamais voulu innover autrement que pour suivre les tendances qui fonctionnaient et n'a jamais proposé que le minimum syndical d'évolution et de risque, parce que c'est la philosophie de la maison. Si ça marchait, alors Activision allait le faire et foncer dans le mur jusqu'à ce que ça ne marche plus. L'histoire qui a bien révélé la philosophie d'Activision, c'est le procès plutôt connu entre l'éditeur et les employés d'Infinity Ward, notamment ses deux anciens fondateurs, Jason West et David Zampala. L'histoire est un peu bad longue et le fin mot est plutôt décevant. Après, Non, Metal Slug, c'est pas un shmup. Mais vous confondez tous les genres de jeux vidéo dans le chat, c'est trop grave. Genre, Metal Slug, c'est ni un platformer, ni un shmup. Shmup, c'est pour shoot 'em up, c'est des trucs avec les vaisseaux, genre. Tout, c'est un shmup. Et encore, les fans de shmup me viendraient me casser les couilles pour me dire que ça n'est pas vraiment un, mais c'est quand même globalement un shmup. Metal Slug, c'est ni un platformer, ni un de shoot 'em up. Mais faudra que je fasse un jour peut-être une vidéo pour revenir sur tous les genres de jeux vidéo, parce que ça a pas l'air très clair. Non, c'est pas un Metroidvania non plus. le succès de Modern Warfare, Infinity Ward a fait signer un des meilleurs contrats de l'histoire du jeu vidéo à Vous avez une pub pour Black Ops 7 des barres. Activision, qui n'a jamais compté l'honorer. En fait, le contrat était valide à la condition que les dirigeants d'Infinity Ward ne soient pas virés ou partent de Oui, c'est vrai qu'après j'ose faire la leçon à Archie sur la Bubblegum Bass. Non, c'est vrai, vous avez raison. même. Et du coup, ils les ont juste forcés à partir. Et s'ensuit procès sur procès qui finiront par se régler dans une pièce aveugle. De toute façon, je n'ai aucune empathie pour aucune de ces personnes, puisqu'ils sont états-uniens. Mais la fin de ce procès, c'est pas du tout la fin de l'histoire de la suroptimisation d'Activision pour continuer de profiter de la licence. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, Call of c'est plus trop ce que c'était, et Activision non plus. C'est pas comme si ça se vendait pas du tout, mais moins. Et Activision ne compte quasiment plus que sur l'inertie de cette licence pour réussir à tenir à Mais voilà, Call of c'est surtout une licence des années 2010. flot. C'est peu dit, mais Activision possède 7 studios répartis sur toute la planète, et quasiment l'intégralité travaille de près ou de loin à réaliser des nouveaux Call of Duty, et ce au détriment très probable des volontés de ces studios. À commencer par Infinity Ward, maintenant vidé de sa substance, qui initialement acheté par Activision ne souhaitait pas du tout faire des Call of Duty ad vitam aeternam. La firme est presque devenue juste Call of Duty Corporation, pour un public désormais plutôt d'habitués, de vétérans ou de nostalgiques de la licence, ou des gens pour qui peut-être le jeu vidéo se résume à ça, un Call of de temps en temps. Et soyons clairs, Activision et Call of ne sont que l'un des exemples les plus représentatifs, les plus essentiels, d'un capitalisme bien installé dans l'industrie et qui tablera sur tout ce qui marche déjà ici ou ailleurs pour maximiser les profits, surtout de quelques-uns. Bobby Kotick était en 2018 319 fois mieux payé que l'employé d'Activision Blizzard moyen. Call of Duty aujourd'hui propose des Oh mais Activision c'est tellement des merdes, c'est fou. campagnes de 4 heures payées plein pot présentées comme des remasters, à côté d'épisodes inédits qui n'ont pas tellement changé, en faisant bonne figure avec des chiffres plus ou moins vérifiables depuis le rachat de Microsoft et l'intégration au Game Pass. Donc avec ce constat, c'est sympa, l'objet technique culturellement intéressant, mais ça reste une des représentations les plus pures du problème que soulève Simondon. Alors est-ce que cette vidéo a été faite juste pour se branler? Ne vous inquiétez pas, elle a mis 4 mois à être écrite, j'ai lu un autre livre. À la fin d'Akira, dans le manga, après que tout soit vraiment, mais vraiment parti en couille, on apprend 2 informations importantes. En atteignant le sommet de leur puissance endormie, on réalise que la source du pouvoir psychique de Tetsuo et d'Akira est en fait l'expression résiduelle de l'explosion à l'origine de l'univers. Plus ils gagnent en puissance, plus en réalité ils font retourner leur corps à cet état originel, universel, quasi magique. Attendez une seconde. L'autre information, c'est que la colère de Tetsuo, et dans une certaine mesure celle d'Akira, vient d'un désir de connexion et de communauté qui a été écrasé par les structures qui les entouraient. Akira trouvait le réconfort dans la communauté d'enfants voués à être transformés en armes, et si Tetsuo n'a jamais su dépasser son complexe d'infériorité, si ses décisions étaient toujours plus dangereuses et autodestructrices, ça venait d'une volonté de pouvoir se tenir auprès de son meilleur ami, d'égal à égal. Akira est un récit antimilitariste qui parle d'une jeunesse laissée à elle-même dans un monde où les adultes ont un esprit empoisonné par la guerre, qui ont cessé de les traiter comme des personnes, mais seulement comme des armes potentielles, des outils à utiliser. Ce qui m'a intéressé dans la philosophie de Simondon est ce rappel constant entre l'humain et la machine. Cette fusion que notre culture a essayé d'effacer au profit d'une manière utilitariste de voir la technique. Dans Akira, cette fusion se révèle, surgit comme monstrueuse. Tetsuo ne réalise pas ce qu'il est. Il cherche désespérément à se changer en arme, à s'utiliser lui-même comme un outil, sans reconnaître ce qu'il est. Face à cette contradiction, il perd toute forme, tout contrôle, toute cohérence. Akira est un enfant mutique, isolé, dont le sens de soi a été profondément détruit par les traitements et l'éducation de l'armée. Il est censé être une arme surpuissante, obéissante, mais cela se retourne contre eux.
eux. Les dégâts les plus dévastateurs dont est capable Akira arrivent quand il lui est On pourrait aussi faire une lecture vraiment anti-psy de Akira et ce serait super intéressant comme vidéo essai. rappelé qu'il est quelqu'un, que ses émotions même réfrénées existent quelque part, quand les Parce que bon, la pédopsychiatrie dans Akira, comment dire? seuls êtres qui lui sont chers sont mis en danger. Les deux personnages souffrent de perdre leur sens de soi, et le lien avec Simondon, il se trouve ici. À la base, je pensais que j'allais partir dans une idée de « Ah, il serait intéressant de pouvoir utiliser les objets différemment, de détourner leur usage pour faire un truc plus positif, d'une certaine manière ce que font Kaneda et les rebelles en réutilisant des armes, ou en honorant la mémoire de Tetsugo pour créer leur propre pays, mais je pense que c'est en fait une réflexion intéressante, mais un petit peu à côté. Le problème qu'expose Simondon n'est jamais la mauvaise utilisation d'un outil, mais le fait fondateur de considérer un outil séparé de son utilisateur, empêchant la réalisation qu'un outil influence et est influencé par l'utilisateur et sa société. L'auteur Giorgio Agamben résume cette idée dans le court ouvrage Qu'est-ce qu'un dispositif? Je crois pas que Agamben était familier de Simondon, il est plus dans la lignée de pensée de Foucault, dont le terme dispositif est issu, mais le lien se situe dans la similitude entre le concept d'objet technique de Simondon et celui de dispositif, c'est-à-dire des objets inventés qui sont utilisés mais qui ont des effets sur la pensée. Ils sont à la fois des outils et des petites structures en soi. Et par leur effet de structure, ils contrôlent, influencent, souvent au profit de ceux qui contrôlent leur production et qui cachent sciemment cet aspect normatif. Pour Agamben et Foucault Je trouve ça hyper intéressant, ouais. avant lui, les dispositifs sont un autre moyen de contrôle dans une société obsédée par la surveillance. La question posée sur Genre, en gros, ce qui explique, c'est que, si je comprends bien et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas que l'organisation sociale qui nous structure, mais aussi, à proprement parler, la technique et de fait, du coup, bah, l'organisation sociale qui va en découler, en fait. Donc, en fait, si l'organisation sociale, au final, ça va quand même un peu à ça. Mais en tout cas, il met le point sur l'importance aussi qu'a, du coup, la technique dans notre organisation sociale, si je dis pas de bêtises. donc de savoir s'il est mieux de s'en affranchir du mieux possible ou s'il est possible d'utiliser ces dispositifs d'une manière plus morale, plus détournée, comme si on jouait différemment. Sauf que se décaler d'une société, bah, ça rend plus difficile d'avoir de l'impact. Et en plus, au bout de 2 mois, vous ressemblez à ça. Pour le détournement, il y a quand même plein de choses intéressantes à faire avec. Genre, en soi, le multi qui est devenu central dans Call of Duty, bah, Bobby Kotick l'avait pas spécialement prévu. Et ça le foutait hors de lui. Genre, il y avait des centaines d'heures de jeu sur lesquelles, techniquement, il ne tirait aucun profit. Et s'ils ont autant mis en place des trucs comme des microtransactions, Ah, ça, Activision, ils ont le seum. Hein. des Battle Pass et tout ça, c'est pour rentabiliser Du coup, ils ont mis des lootbox. ces énormes temps de jeu qui n'étaient pas prévus à la base. Donc voilà, il y a plein de trucs intéressants en détournant, mais le capitalisme, bah, il sait s'adapter très vite. Et parfois, bon, forcer sur le côté disruptif et faire des jeux ou des manières de jeu qui seraient supérieures moralement, faire des wholesome games ou des serious games qui sont contre les jeux dans lesquels il y a des armes et des points, J'avoue, je déteste les wholesome games, genre, du profond de mon cul. il y a des trucs très bien, hein, et vous pouvez être très très sincère, mais vous allez peut-être, pour un œil non aguerri, rapidement ressembler instinctivement à 3 blancs C'est vraiment, genre, EELV, le design. d'école de commerce qui ouvre un bar à gyoza qui s'appelle Gyozaza dans le centre de Paris avec un concept de choisir un goût issu de ta culture française, genre le gyoza bœuf bourguignon, le gyoza blanquette, le gyoza saucisse de Toulouse avec une formule à 15,50€ les 8 gyoza. ainsi pour C'est quoi un wholesome game? En gros, c'est tous les jeux mignons. Genre, par exemple, tu vois, si je prends une page Google Images et que je tape wholesome game, c'est l'idée en fait que les jeux, c'est trop. En fait, c'est un peu comme si, tu vois, genre. Ségolène Royal, à l'époque où elle disait que les jeux vidéo ça rendait violent, elle avait dit du coup on va faire des alternatives pas violentes. Et ça donne ces merdes là. Enfin, en tout cas, moi je supporte pas ce genre de design, vraiment, les gens. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans, mais genre, ça m'emmerde, mais au plus profond. Il y a d'excellents jeux qui ont été faits, hein, en wholesome game et tout, tu vois. Mais moi, ça me gave. Genre, c'est vraiment une esthétique, genre, en mode, c'est tellement paternaliste au bout d'un moment. Je suis en mode vraiment genre oh là là, le monde est trop dur, le monde est trop dangereux. Tenez, prenez ce petit doudou qui fera du bien à votre petit cerveau dans lequel tout est absolument mignon et gentil. Et moi je suis désolé mais ça me gave profondément. Et Scorch, Terraria n'est pas un wholesome game. Dans Terraria t'affrontes des squelettes géants qui crachent du sang au bout d'un moment. Genre enfin j'aime pas ces jeux là les gens. Je suis désolé, je me fais chier. J'ai l'impression qu'on essaye. Je trouve ça paternaliste, ouais. J'ai l'impression qu'on me prend pour un gosse et qu'on me dit tiens, regarde, reprends les trucs que t'aimais bien quand t'avais 6 ans et ça va te faire du bien. Je suis en mode, mais non, j'ai pas besoin de ça pour me faire du bien. Moi, pour me faire du bien, j'ai besoin d'avoir un gros flingue et de taper sur des démons. Genre un truc du style. Et j'avoue que moi, les wholesome games, j'ai l'impression que c'est un peu Marine Tondelier version jeu vidéo, quoi. C'est en mode, ah, le climat, ça vous angoisse. La fin du monde climatique, ça vous angoisse. Tenez, prenez ce jeu vidéo dans lequel on a reproduit des petits champs et des petits jardins mignons. Prenez ce jeu dans lequel vous pouvez tenir un potager. Et j'ai la flemme, en fait. Je suis désolé, mais genre, flemme de faire ça. Enfin... Sinon, juste aller faire des vrais potagers et comprenez qu'il y a des PB, genre, je sais pas, genre, moi, ça m'énerve les wholesome games. Genre, je capte que t'as envie de jouer à Overcooked de temps en temps pour faire un kiff, mais Overcooked, c'est surtout bien par le gameplay, hein. Et genre, ouais, moi, ça me saoule. Genre, je supporte plus les wholesome games, mais genre, à un niveau, enfin, oh ouais, quand je vois ce genre d'image là, j'ai envie de crever, genre.
J'avoue, ça me... Genre, oui, bon. Genre, même les BD dans ce style-là me saoulent, genre... Agamben, il y a la un question lore- n'est pas de l'usage, mais de Il y la a un lore secret à Overcooked qui est sombre, ah putain, je savais pas. position, du rapport Ouais, c'est ça, les couleurs pastis et tout, j'ai la flemme. entretenu avec le dispositif. Comme Simondon, il remarque que la culture de la technique moderne a une volonté tenace de séparer les techniques, séparer les connaissances des personnes qui les utilisent. Évidemment que non. Mais je sais pas. Si ça se trouve, des fois, ils cachent des vrais trucs dans les jeux, genre, j'en sais rien. À désubjectiver les outils, de faire considérer les utilisateurs comme des coquilles sans agentivité qui utilisent une machine qui serait tout aussi vide Ouais, moi aussi, j'aime bien les peluches, mais j'ai pas envie d'avoir un monde constitué exclusivement de peluches et de ne jouer qu'à des jeux où il y a des peluches, c'est bon. de sens et d'intention. Et peut-être que Non, puis vous les avez jamais rencontrés, les développeurs derrière les Wholesome Games. Moi, je les connais. Moi, j'ai été au contact de cette population-là, tu vois. Et genre, à quel moment, à quel jour de la semaine, vous critiquez les profèmes sur Internet, par contre, quand ils se mettent à faire des jeux vidéo, vous êtes en train de bander? Trop bizarre. considérer qu'un jeu est un seul vecteur de discours unilatéral pour des joueurs coquilles vides qui se font laver le cerveau, c'est un petit peu se limiter à cette grille de lecture. Les solutions de cette dépersonnalisation de la technique, Simondon propose l'éducation ou la philosophie, et Agamben il appelle ça la profanation, mais il dit juste qu'il faudrait le faire et pas forcément comment le faire. Moi ça m'a un peu rappelé les questions de la non-violence, sur lequel il y a un nœud aussi sur le fait de dépasser une seule question morale, on avait parlé à l'époque sur les vidéos sur Undertale. Les grandes lignes c'était qu'il fallait jamais oublier notre position d'acteur dans nos actions, qu'il fallait jamais se dépersonnaliser de l'utilisation d'une arme. L'utilisation d'une arme n'était jamais nécessaire, mais pas forcément jamais légitime. La personne qui l'utilise a une influence sur la nature de cette utilisation, et il faut le reconnaître. Mais l'inverse est aussi vrai. Et du coup, c'est le sujet d'Akira, les armes. Pour ce qui est de Call of ou du jeu vidéo, on se laisse donc un petit peu sur un paradoxe. L'idée est bien de dire que se limiter à une grille de lecture qui met de côté une grosse partie de ce qui définit le média et pourquoi il est utilisé, peut-être que c'est limitant. Si j'étais un vrai youtubeur populiste, je pourrais affirmer que c'est parce que c'était joué par beaucoup de pauvres ou beaucoup de gosses pauvres et que vous voulez surtout pas considérer ce à quoi ils jouent comme de la culture légitime. Mais je ne ferai pas ce saut conceptuel des journalistes regardent peut-être. La critique de Call of, elle est légitime et nécessaire, que ce soit dans ses messages, son esthétique ou ce que la licence représente du capitalisme moderne, qui n'a pour but que de séparer, Putain, ça m'a donné- exploiter, s'enrichir. Ça m'a donné envie de geeker cette histoire. Mais Call of Duty, c'est aussi un objet qui existe et apparaît lorsqu'il est utilisé. Call of Duty est un marqueur fort, c'est un jeu vidéo culturellement, techniquement, historiquement notable. Une porte d'entrée pour beaucoup, une source de lien social, une discipline, un rituel de détente, une étape marquante de l'histoire de tout un genre. C'est le représentant d'un pan de la culture gaming, un pan qui a permis en partie à cette culture de se démocratiser comme elle l'a fait. Un pan pensé aussi pour des gens avec un rapport au jeu plus centré sur les relations sociales, sur le développement de skills, ou parfois avec des temps de jeu plus courts et une volonté de simplicité. Un pan qu'on retrouve certes dans des AAA modernes, mais aussi dans des petits jeux indés multi, aux expériences courtes et Genre, efficaces. Call of Duty, c'est une pierre fondatrice, Ça, par exemple, vous voyez, ça me donne envie de vomir. Genre, tout ce qu'on vient de voir là, ça là. mais aussi dans des Voilà, là, tu vois, genre... petits jeux indés multi, Oh, la flemme. aux expériences courtes et Oui, c'est mignon, super. efficace. Call of Duty, c'est une pierre fondatrice de la culture e-sport, une pierre fondatrice de la culture multi, de la culture du FPS, de la culture du jeu Genre, où sont les chlasses? vidéo, et qui n'ont pas forcément besoin de répondre aux mêmes besoins thématiques et esthétiques d'art que l'on suce depuis des décennies pour pouvoir les considérer comme des cultures légitimes en soi. Ce sont des objets d'interactivité qui sont aussi définis par ceux qui y jouent et les raisons pour lesquelles ils y ont joué. Ce sont plus que des œuvres d'art. En vrai, le jeu est fun, mais le pire, c'est qu'il y a plein de Wholesome Games qui sont vraiment des bons jeux. Moi, c'est l'esthétique qui me fait... Ce sont des jeux vidéo. L'idée de cette vidéo n'est pas de Genre, tu vois, dans les jeux que j'ai cités, j'ai pas cité Stardew Valley. Parce que c'est un trop bon jeu. Et du coup, genre, ça fait bizarre quand quelqu'un crache toute la haine sur Stardew Valley, alors que le jeu est excellentissime. Mais putain, genre, j'ai tenu un quart d'heure sur cette merde. mettre une approche au-dessus d'une autre, et surtout pas de dire qu'il ne faudrait pas analyser les idées politiques derrière un jeu vidéo. Ce serait vraiment culotté de ma part. Et il faut pas non plus se penser immunisé à la propagande, hein. Un peu de réalisme. Je rappelle que Jordan Bardella se tuait à Call of entre deux chiasses en amphi. Bref, j'ai pas de très jolies phrases pour finir. Ça dit quoi la team? J'ai un Tipeee. Si vous avez Ah, il a dit salut la team, il connaît ce que je fais, c'est sûr. Arcade, please collab. J'ai pas écouté la conclusion, attendez. Forcément besoin de répondre aux mêmes besoins thématiques et esthétiques d'art que l'on suce depuis des décennies pour pouvoir les considérer comme des cultures légitimes en soi. Ce sont des objets d'interactivité qui sont aussi définis par ceux qui y jouent et les raisons pour lesquelles ils y ont joué. Ce sont plus que des œuvres d'art, ce sont des jeux vidéo. L'idée de cette vidéo n'est pas de mettre une Oui, bah du coup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que bah, le jeu vidéo, c'est quand même cette œuvre d'art dont on se réapproprie vraiment l'utilisation vraiment en particulier. Dans le sens où, c'est tout le problème des game designers d'ailleurs, au passage. Hein. C'est pour ça que c'est autant une discipline compliquée, quoi. C'est parce que tu contrôles pas, en fait, ce qui va se passer dans le jeu vidéo. approche au-dessus d'une autre, et surtout pas de dire qu'il ne faudrait pas analyser les idées politiques derrière un jeu vidéo. Ce serait vraiment
culotté de ma part. Et il faut pas non plus se penser immunisé à la propagande, hein. Un peu de réalisme. Je rappelle que Jordan Bardella se tuait à Call of entre deux chiasses en amphi. Bref, j'ai pas de très jolies phrases pour finir. Ça dit quoi la team? J'ai un Tipeee. Si vous avez pas assez d'argent, allez le donner à des meilleures causes. Si vous en avez beaucoup, en vrai, faites croquer. C'était Arcade qui vous parlait. Allez, ça dégage. Salut Arcade! Le son est beaucoup trop fort de la conclusion. Eh bah c'était super! Écoutez, j'espère que j'ai quand même apporté quelque chose d'intéressant à tout ça. Tout ça pour dire qu'au final, les jeux vidéo sans les joueurs, bah c'est quand même vachement moins bien. Alors qu'un film sans personne qui le regarde, c'est toujours un film correct. Ou pas, enfin je sais pas, franchement, mais c'est un peu ma conclusion, quoi. Le vidéo est par essence émergent, oui, il y a un peu ça, tu vois, qui est raconté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des œuvres qui sont particulières, genre qui ont une place dans la culture qui est assez spécifique. Et surtout, c'est un truc qu'on peut pas négliger, étant donné que les jeux vidéo, désolé de le rappeler, mais c'est la forme d'art la plus consommée au monde, loin devant toutes les autres. Genre, le marché du jeu vidéo à lui seul représente plus que le marché de la musique, combiné avec le marché des séries, combiné avec le marché de la musique, d'accord? Donc c'est quand même assez massif, et évidemment que c'est structurant. Et d'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai une grosse critique de l'e-sport, parce que pour le coup l'e-sport c'est un peu ça, c'est tenter de se réapproprier du coup un certain média pour en faire un sport, et pour moi ça a vraiment repris toutes les pires dimensions possibles qu'il y a à l'intérieur du sport, la starification et tous les trucs bizarres autour de l'oseille, pour le refoutre dans le jeu vidéo. Et ça me pose un problème structurant de qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos jeux vidéo, et on est en train d'en faire un truc pas cool. Genre moi j'ai un peu un PB avec l'e-sport, et je pourrais en parler un peu plus en profondeur, mais là j'ai la flemme. Là ce soir c'est pas forcément ce qu'on va faire, mais... Je fais du Smash pendant 3 ans, je peux pas défendre l'e-sport. En fait, moi aussi, j'adore Smash, j'adore la compétition dans Smash. Pour le coup, voilà, moi je joue Samus, principalement. Mais il y a plein de problèmes, justement, sur comment est-ce que, justement, on a décidé aussi, nous, en tant que communauté, de structurer l'aspect compétitif dans le jeu vidéo. Et on pourrait en parler longtemps, mais c'est pas le seul truc, tu vois. Genre, ce qu'il dit juste là aussi, tu vois, moi ça me fait beaucoup penser à tous les fandoms qui du coup se réapproprient les univers, le lore de leurs jeux vidéo, ce qui finit même parfois, genre, par se mélanger. Quoi, Medo, tu mains aussi Samus, mais vraiment, genre, on est des clones, c'est une folie, quoi. Genre. Bref, ça pour dire, je pense que ça ouvre à plein de réflexions assez intéressantes, cette histoire. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour le react sur Arcade. On va passer à la suite. Kiss YouTube, et n'hésite pas surtout à aller follow Arcade, vraiment genre donnez-lui plus de buzz par pitié, genre il mérite vraiment de malade, et ses vidéos sont excellentes, genre c'est parmi les seules vidéos qui parlent de jeux vidéo où je m'énerve pas comme une donc je suis un peu contente que ça existe. Allez, Kiss la zone. Watch me fly,